Lundi, début août il y a quelques années. En tant que célèbre écrivain de romans et lauréat de prix littéraires internationaux, je devais voyager hors de la ville plusieurs fois par mois lorsque des problèmes survenaient dans mon rôle d'ingénieur en chef pour une entreprise de construction. Cette semaine ne faisait pas exception. Mon vol partait de Hartsfield-Jackson à 7h21 le lendemain matin. Compte tenu du trafic à Atlanta, je devrais me lever vers 4h du matin, donc lundi après-midi, je suis parti un peu plus tôt du travail et je suis rentré chez moi. Le travail à Bâton Rouge a mal tourné comme je m'y attendais, et j'ai passé tout l'après-midi et la soirée de mardi et la moitié de la journée de mercredi à aider à remettre les choses sur les rails. Je pense qu'Esserly, notre chef de projet sur place, a appris quelque chose dans le processus, mais je le surveillerai de plus près à l'avenir. Mercredi après-midi, je suis retourné sur l'autoroute I-10 pour retrouver mes collègues à la Nouvelle-Orléans. Mary Jo Polecki, que j'avais aidé à former à Atlanta quelques années plus tôt, était maintenant la directrice de la construction à la Nouvelle-Orléans et était prévue pour prendre un congé de maternité dans un mois ou deux. Ainsi, parce qu'elle était une amie à moi et en raison de son absence imminente, j'ai gardé un œil attentif sur son projet pour m'assurer que tout était documenté afin que la personne qui lui succéderait ait des instructions claires sur ce qui devait être fait. Comme je m'y attendais, Mary Jo avait tout en ordre, donc après le dîner avec Mary Jo et Ozzy, son mari, mercredi soir, et une réunion de planification avec elle et son équipe tôt jeudi matin, j'ai pris un vol Louis Armstrong et j'ai traversé le trafic à Atlanta pour arriver à mon bureau vers 2h moins le quart. J'ai rendu compte à M. Strickland, mon patron, de la situation du projet à Bâton Rouge, de mes recommandations pour une supervision accrue de l'équipe sur place, et de la performance de Mary Jo et de son équipe à la Nouvelle-Orléans. Il a approuvé mes suggestions pour Bâton Rouge, a posé quelques questions sur le changement de direction lorsque Mary Jo partirait en vacances, puis m'a dit de prendre le reste de la journée après avoir soumis mon rapport de dépenses. Une fois dans mon bureau, je l'ai rapidement terminé et j'ai dit « c'est fait ». J'ai attrapé mon téléphone pour envoyer un message à Regan que je rentrerai tôt avant de partir. À ce moment-là, Ethan Gardner, mon meilleur ami depuis le CP et collègue depuis 6 ans, est entré dans mon bureau et a fermé la porte derrière lui. « Salut Trent, comment s'est passé ton voyage ? » Long mais productif. Esserly devrait pouvoir gérer les choses à Bâton Rouge pour le reste du projet s'il garde un meilleur œil sur ses superviseurs. Mais là, je suis fatigué et j'en ai assez, donc même si je t'aime comme un frère, Ethan, Monsieur Strickland m'a dit de dégager. Son visage s'assombrit à ces mots et j'ai expliqué en riant, non, il ne m'a pas viré. C'est juste que j'ai passé tellement d'heures en voyage d'affaires à les aider à nettoyer le désordre que Monsieur S m'a dit de prendre ma journée pour essayer de rester du bon côté de vous tous en comptabilité. Donc je vais courir au magasin, acheter des fleurs et une bouteille de vin, et être de bonne humeur pour elle quand Regan rentrera. Rien de professionnel ne peut attendre jusqu'à demain. À ma surprise, Ethan a levé la main et a dit plutôt fermement, « Trent, arrête. Ce n'est pas à propos du travail. Désolé mon pote, mais j'ai vraiment besoin de te parler maintenant. Eh bien, à propos de Regan. Elle est, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec Regan? La peur a transpercé mon cœur. Quelque chose lui était arrivé et personne ne pouvait me contacter parce que j'étais dans cet avion maudit. Mais pourquoi personne ne m'avait appelé depuis? Quand je l'ai interrompu, il bégaya, « Trent, elle te trompe pendant que tu voyages. » La colère a illuminé mon visage alors que je regardais le gars que j'avais considéré comme mon meilleur ami depuis toujours. Regan m'a dit qu'à l'université et les années qui ont suivi, elle était une vraie âme libre, en profitant toujours et partout. Mais quand nous sommes devenus plus sérieux et avons commencé à parler d'une vie ensemble, elle a laissé ses jours derrière elle, a consulté un thérapeute pendant un certain temps et a décidé de se poser et de fonder une famille. Même si elle était avec moi, elle aimait toujours beaucoup le sexe, mais elle avait définitivement laissé derrière elle ses jours de liberté. Ce n'est pas drôle, Ethan. Ce n'est pas drôle le moins du monde et je n'apprécie pas. Je pense que tu ferais mieux de partir d'ici et sérieusement considérer notre amitié avant de revenir dans mon bureau. Son visage semblait souffrant lorsqu'il répondit, « Je sais que ce n'est pas drôle, Trent, et je déteste devoir te dire plus que tu ne pourrais le penser, mais je… Eh bien, je pense vraiment que c'est vrai.
J'ai découvert cela par Jake Campbell, qu'il a découvert par son ami Clay, qu'il a appris par son ami. L'ami de Clay était quelqu'un avec qui elle s'amusait. D'après ce qu'elle lui a dit ensuite de manière décontractée, il n'était pas le seul avec qui elle faisait des choses, c'est pourquoi il n'a pas gardé le secret. Ça l'a énervé qu'elle le trompe. Je savais que ce n'était pas vrai, que ça ne pouvait pas être vrai, et j'étais tellement furieux que j'étais prêt à arracher la tête à Ethan pour avoir cru à une blague aussi stupide. Cependant, je connaissais beaucoup mieux ma femme qu'Ethan, alors ma colère s'est tournée vers ceux qui propageaient un tel mensonge et le crétin sans nom qu'il avait lancé. En y réfléchissant, je n'épargnais pas non plus Ethan. De plus, j'étais doublement en colère que mon prétendu meilleur ami les aide à propager des conneries comme ça. Ethan, je vais te le dire une fois. Ce n'est pas vrai, pas un mot, et si jamais, je dis bien jamais, tu répètes un mot de tout ça, je te mettrai une raclée. Maintenant tu ferais mieux de partir d'ici avant que je décide de le faire quand même. Ethan mesurait 6 pieds de haut et pesait 150 livres, si ce n'est plus. Il avait toujours été un gamin maigre, un nerd typique, alors il savait que moi avec ma taille je pourrais le faire si je le voulais. Le monde entier semblait reposer sur ses épaules lorsqu'il regarda le sol et secoua lentement la tête. Il leva les yeux vers moi et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Trent, je suis désolé. Nous sommes meilleurs amis depuis longtemps, donc tu sais que je ne voudrais jamais te faire de mal, mais je pense vraiment qu'en ne te disant pas, tu finiras par te faire beaucoup plus de mal. Et mec, tu sais que je te connais assez bien pour savoir que tu réagirais exactement comme ça. Tu as toujours eu un tempérament, et combien de fois ai-je dû intervenir pour te calmer et t'empêcher de te faire arrêter ou pire au lycée? Trent, je ne te dirais pas ça si je ne pensais pas que c'était vrai. Je m'en vais, mais, de cette façon. Tu ne me croiras peut-être pas, mais voici le nom de l'enquêtrice que mon cousin a engagée quand il pensait que sa femme le trompait. Cette dame est belle, et si elle te dit que Regan a fait quelque chose de mal, sache que c'est la pure vérité. J'ai pris une grande inspiration et retenu mon souffle un moment, priant pour que le sang qui affluait dans mes tempes se calme un peu. Je ne suis pas sûr que ça ait marché, mais ça m'a aidé à éclaircir mes pensées et à voir les choses sous un meilleur jour. Ethan avait raison. Nous étions meilleurs amis depuis que sa famille avait emménagé à côté de chez nous quand nous étions petits, et nous étions proches depuis. Nous étions tous les deux intelligents. J'étais le major de promotion de notre classe de lycée dans les montagnes du nord de la Géorgie, terminant deuxième derrière lui. Mais c'était le nerd posé qui nous tenait à l'écart des ennuis quand il le pouvait, et j'étais l'athlète flamboyant qui nous sortait physiquement de quelques situations quand ses efforts ne fonctionnaient pas. Nous sommes allés dans des universités différentes, moi en génie avec une spécialisation en gestion de la construction à l'Institut de technologie, et lui en comptabilité à l'UGA. Avec le temps, j'ai beaucoup mouru sans son aide pour gérer mon tempérament, même si je dois admettre que quelques embûches supplémentaires sur le chemin sans son guidage ont aidé le processus. Quand j'ai entendu parler d'un poste vacant au service de comptabilité de mon entreprise, je lui ai fait savoir à quel point j'aimais l'entreprise. À ma grande surprise, il a postulé et j'ai parlé en sa faveur, donc nous travaillons ensemble depuis 6 ans maintenant, y compris tout le temps où Regan et moi sortions ensemble avant de nous marier il y a presque 5 ans. En regardant en arrière, j'ai réalisé que même si je ne croyais pas une seconde que son histoire était vraie, Ethan devait croire qu'elle l'était et qu'il me l'a racontée pour me protéger, pas pour me faire du mal intentionnellement. En expirant lentement, j'ai demandé « Ta cousine, sa femme ?» Était-elle? Oh, oui. Et mademoiselle Hightower s'est renseignée à son sujet. Et que leur est-il arrivé? Ethan a grimacé. Il l'a divorcée, cette salope, mais il doit quand même la voir 2 fois par semaine lorsqu'il échange les enfants. Il aime ses gamins et ferait n'importe quoi pour les protéger, et c'est une sacrée bonne chose, car il la déteste tellement qu'il l'aurait probablement détruite à présent et serait allé joyeusement en prison à sa place. Je suis tellement désolé, mec. Après avoir répondu au téléphone, il est sorti de mon bureau en refermant la porte derrière lui. Je suis resté seul à réfléchir à ses accusations folles et à ce qu'il avait dit sur son cousin. J'ai eu de la peine pour le gars qui avait une femme qu'il aimait et en qui il avait confiance et qui lui faisait ça. Cependant, ne connaissant pas les circonstances, j'ai surtout eu de la sympathie pour les enfants.
Ils n'ont pas choisi leurs parents ni le désordre dans lequel ils sont nés. La raison en était que Regan et moi discutions de l'expansion imminente de notre famille. Nous voulions un garçon et une fille si les probabilités génétiques étaient en notre faveur, mais envisagions 3 enfants si nos chromosomes correspondaient aux 2 premiers essais. J'étais assis à la table en regardant la porte pendant quelques minutes, essayant de me calmer avant de tout ranger et de partir. Je suis rentré chez moi retrouver ma femme, essayant d'oublier tout ce qu'avait dit Ethan. Malheureusement, la graine qu'il avait semée était en train de germer, ne voulant pas être oubliée alors que je prenais l'autoroute pour rentrer chez moi. Non, je ne le croyais pas une seconde. Plus que ça, je refusais catégoriquement de le croire, et tout cela me semblerait ridicule si ce n'était pas si sérieux. En roulant vers le nord sur l'I-75 pour prendre ma sortie, j'ai pensé à raconter cette absurdité à Regan, mais quelque chose m'en a empêché. Bien que j'étais sûr que ce n'était pas vrai, il n'y avait aucune raison de la mettre en colère que des gens, y compris Ethan, racontaient de tels horribles mensonges à son sujet. Après un rapide arrêt à l'épicerie, je restais silencieux alors que Regan se jeta dans mes bras en entrant dans la cuisine depuis le garage. « Tu es rentré tôt » dis-je, mais ce n'était pas plus que ce que je pouvais dire alors que nos lèvres se rejoignaient, et nous essayions de nous rattraper depuis mardi matin. Lorsque nous nous sommes séparés, elle hocha la tête. « Je pensais que tu rentrerais tôt, alors j'ai travaillé tard les 2 dernières nuits pour pouvoir partir tôt aujourd'hui pour te saluer. »« Mon Dieu, tu m'as tellement manqué, Trent » chuchota-t-elle. Je lui fis un sourire en coin, pensant à sa beauté, à son humour, et à quel point c'était absurde, cet idiot ami d'Ethan, ou ami d'un ami, ou peu importe. Je savais pertinemment que Regan m'aimait et ne me tromperait jamais. Cela dit, je secouais la tête et chassais l'histoire stupide d'Ethan de mon esprit. Ethan et moi étions amis depuis si longtemps que je réalisais qu'il ne m'aurait jamais tout dit de la sorte s'il n'y croyait pas lui-même. Regan s'endormit bientôt dans le lit, un sourire satisfait sur le visage alors qu'elle sombrait dans le sommeil. Je me suis assis dans le lit en essayant de lire mon livre, mais les mots sur la page refusaient d'être captés par mon cerveau. Mes pensées étaient préoccupées par ma femme et l'histoire impossible que mon meilleur ami m'avait racontée. Autant que Regan m'aimait le lundi avant le voyage et aujourd'hui après mon retour à la maison, je savais que les messages qu'il avait reçus étaient faux et que je devais le prouver ou cela compromettrait encore plus notre amitié que son prétendu avertissement. Je me suis couché cette nuit-là en essayant toujours de comprendre quoi faire, mais en conduisant au travail vendredi matin, j'ai eu une illumination. Je contacterai le détective privé qu'Ethan avait suggéré. Cependant, je ne l'appellerai pas pour lui demander de prouver que Regan m'avait trompé. Non, sans y croire, je demanderai à mademoiselle le détective privé de prouver que Regan n'avait pas trompé. Vendredi matin, j'ai appelé le bureau de Donna Hightower et j'ai convenu du premier rendez-vous disponible lundi après-midi. Le bureau se trouvait en centre-ville, alors je me suis accordé un peu de temps supplémentaire et je suis entré dans le bureau environ 10 minutes avant 14 heures. Avant d'épouser Regan, j'avais été bien employé pendant plusieurs années et j'avais gardé mon important compte d'investissement à mon nom, ce qui me permettait de lui faire parfois des cadeaux ou de l'emmener en voyage sans qu'elle le sache. Cette fois-ci, j'utiliserai une partie des fonds pour engager un enquêteur, afin que Regan n'ait jamais à découvrir la ridicule rumeur lorsque mademoiselle Hightower la prouverait fausse. À 14 heures, j'ai été appelé par une secrétaire et conduit dans une salle de conférence au bout du couloir où une femme noire plutôt imposante, vêtue d'un strict pantalon noir, d'un chemisier blanc coûteux et d'une écharpe rouge, s'est levée derrière un bureau pour me saluer dès que la jeune fille a refermé la porte derrière moi. Bon après-midi, M.J. Rowe. Bienvenue au service de détective privé Hightower. Je suis Donna Hightower. En quoi pouvons-nous vous aider? Elle était grande et très belle. Sa poignée de main était ferme et j'ai deviné qu'elle avait su garder une excellente forme depuis, selon le site web de son entreprise, elle avait pris sa retraite de la police il y a quelques années. D'après sa biographie en ligne, j'ai estimé qu'elle avait la cinquantaine, bien qu'elle semblait plus jeune en personne. Elle souriait chaleureusement mais ses yeux me scrutaient, décelant ma gestuelle comme je le soupçonnais, ainsi que si je portais quelque chose en secret. « Bonjour, mademoiselle Hightower. Je suis Trent Giraud et je vous remercie de me recevoir avec si peu de préavis. »
Mon problème est relativement simple. En moyenne, je voyage 2 ou 3 fois par mois, généralement pour 1 ou 2 nuits. Par conséquent, quelqu'un a inventé une histoire sur l'infidélité de ma femme. Je veux que vous enquêtiez et prouviez que ce n'est pas vrai, qu'elle ne m'a pas trompé. Elle commença à me poser des questions sans expression et, au cours de la courte période suivante, je lui racontai tout ce que je savais sur l'allégation et beaucoup sur Regan, réalisant que le problème n'était peut-être pas aussi simple que je l'avais pensé auparavant. Ces questions étaient perspicaces et elle en posa plusieurs pour clarifier ou obtenir des informations supplémentaires en prenant des notes succinctes en chemin, notamment sur l'histoire sexuelle de Regan, à la fois avant le début de notre relation et pendant notre vie commune. Je me sentis dévasté quand elle finit par mettre de côté son stylo et dit « Merci pour ces informations, M.J. Rowe. Selon la fiche d'information client que vous avez remplie avant de venir, vous avez un baccalauréat et une maîtrise en ingénierie du Georgia Institute of Technology. Dans quelle mesure êtes-vous familier avec la philosophie, notre système juridique et en particulier la charge de la preuve ?» C'était une question à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai suivi un cours d'introduction à la philosophie quand j'étais étudiant et j'ai été témoin dans quelques affaires au sein de mon entreprise. Mais en ce qui concerne les détails et le fond de votre question, non, pas vraiment. Elle hocha la tête. Vous êtes venu me voir avec une demande spécifique pour prouver que votre femme n'avait pas de liaison. M.J. Rowe, c'est ce qu'on appelle prouver une négative. Dans certains cas, vous pouvez prouver qu'une chose ne s'est pas produite. Par exemple, un verre à vin particulier n'a jamais été cassé car il contient du vin et vous pouvez vérifier visuellement qu'il est en parfait état, sans fissure. C'est facile, mais qu'en est-il d'une personne ? Elle sembla réfléchir un moment avant de continuer. Voyons. Je peux prouver que je ne suis pas sorti de la ville pour cambrioler une banque hier car j'ai un alibi solide pour prouver que j'étais ici en ville toute la journée. Mais qu'en est-il d'un jour de la semaine dernière ? De l'année dernière ? Ou même il y a 10 ans ? Vous voyez, M.J. Rowe, dans la plupart des cas, il n'existe pas de preuves irréfutables pour une période significative qui peuvent prouver une négative. Appliquons cela à votre cas. Je peux demander à l'un de mes enquêteurs d'observer ta femme pendant 1 semaine, voire 1 mois, et te dire avec une certaine certitude qu'elle n'a pas eu, ou le cas échéant, qu'elle a eu une liaison pendant ce temps. Mais je ne peux pas prouver qu'elle n'a pas eu de liaison le jour, la semaine, ou peut-être plusieurs années avant le début de notre enquête. Pour cette raison, prouver une négative ne fonctionne pas dans ton cas. Ainsi, le nuage de cette accusation ridicule planera vraiment au-dessus de sa tête pour toujours, marmonnai-je, réalisant déjà au fond de moi que ce que Madame Hightower avait dit était vrai. Peut-être, mais si nous la surveillons dans les bonnes circonstances et qu'il ne se passe rien, nous pourrons déduire de ses actions, qu'elle prendra ou ne prendra pas, que quelque chose est probablement vrai. Nous pourrons affirmer avec certitude qu'elle a soit quitté, soit n'a pas quitté ton côté pendant la surveillance, et cela nous permettra également de trouver des preuves de ses comportements passés, s'il y en a. Cependant, le plus important est que nous ne pourrons jamais affirmer avec certitude qu'elle ne l'a jamais fait. Si ce scénario te convient, Monsieur Rairo, nous serons heureux de prendre en charge votre affaire. Sinon, nous vous souhaitons bonne chance pour trouver un homme honnête qui fera ce que vous demandez. Réalisant où elle voulait en venir, j'ai engagé le service d'enquête privée de Hightower, puis j'ai passé encore quelques heures avec l'un des enquêteurs de Madame Hightower, répondant à des questions, remplissant un formulaire et planifiant pour ces circonstances appropriées dont elle parlait. J'avais travaillé au bureau d'Atlanta toute la semaine, donc le samedi soir, après que Regan soit allé se coucher, mon disjoncteur dans le tableau électrique du sous-sol a sauté. Je n'ai rien remarqué le dimanche matin, mais au moment où nous sommes rentrés de l'église et du déjeuner avec quelques nouveaux membres, la maison était nettement plus chaude. Regan s'est immédiatement plainte, et j'ai dit que j'allais descendre vérifier le disjoncteur. J'ai actionné quelques circuits qui n'ont rien changé, les éteints et rallumés, puis suis remonté à l'étage. Je n'ai rien trouvé de mal, donc je vais appeler le service de climatisation. S'il te plaît, si tu ne le fais pas, il fera trop chaud pour dormir là-bas ce soir. J'ai composé le numéro de notre entreprise de climatisation habituelle et me suis connecté à leur système automatisé, en appuyant sur les boutons,
en naviguant de menu en menu jusqu'à ce que je sois en attente pendant près de 2 minutes avant de raccrocher. J'ai ensuite appelé le numéro que Donna Hightower m'avait donné. Bonjour, ici Trent Giro. Nous avons un problème avec la climatisation à l'étage. Quand pouvez-vous envoyer quelqu'un pour vérifier? Demain matin à 10 heures? D'accord, je pense que ça ira. Merci, à demain. Regan est entré pour écouter la fin. Il fait trop chaud à l'étage, donc nous dormirons dans la chambre d'amis ce soir. Ce sera comme si nous étions dans une chambre d'hôtel, a-t-elle ajouté avec un sourire narquois. Je prenais en considération la suggestion de Regan et je me sentais mieux que jamais depuis qu'Ethan lui avait remis l'accusation idiote. Il était impossible que Regan puisse m'aimer autant et faire ce que cet abruti prétendant être confus à son sujet avait fait. Nous nous sommes levés lundi matin et Regan m'a fait enlever les draps et les jeter dans la machine à laver en allant sous la douche. Lundi matin, j'ai travaillé depuis la maison et j'ai rencontré le technicien en climatisation, un sous-traitant régulièrement engagé par le service d'enquête privé de Hightower, à 10 heures comme prévu. Je lui ai montré notre maison et il s'est mis au travail pendant que je descendais et allumais l'interrupteur. 1 heure plus tard, il avait terminé. Ils sont activés par le mouvement et restent allumés pendant 5 minutes après la fin du mouvement. Ils ont une lentille en fibre optique avec un grand angle de vue pour enregistrer tout ce dont vous avez besoin avec très peu de chances d'être remarqué à moins que quelqu'un ait une raison spéciale de les chercher. Ces petits bijoux captureront tout, avec une qualité suffisante à des fins légales, mais pas suffisante si vous voulez faire des films pour votre propre consommation en ligne ou public. 3 dans votre chambre, 1 dans chacune des autres pièces, et 1 sur la porte de la salle de bain. S'il se passe quelque chose à la vue de l'un d'entre eux, nous le noterons. Après lui avoir payé l'installation et 2 semaines de loyer, je le remerciai et partis travailler. En rentrant chez moi, il faisait frais dans la maison mais ce n'était pas froid pour moi. Chérie, il y a eu quelques problèmes avec le travail à l'hôtel à Orlando donc je vais devoir l'ajouter à mon voyage de cette semaine. J'allais déjà être à Tampa mardi soir, mais j'ai décidé de visiter Orlando également. Loretta a rapidement pris des dispositions avec les compagnies aériennes donc mon vol depuis Orlando n'arrivera que tard vendredi soir. J'essaierai de changer pour un vol plus tôt s'il y a quelque chose de disponible, mais Loretta a dit que les chances sont assez minces. Je suis vraiment désolé. Tu vas vraiment me manquer, a dit Regan, mais essayons de nous rattraper au moins un peu. Souriant, elle prit ma main et me conduisit vers le canapé dans le salon familial. Je t'aime, Trent. Je t'aime aussi, Regan, répondis-je, le pensant sincèrement. Je souris, réalisant qu'il n'y avait rien de mal dans notre mariage à part un idiot qui ne saurait jamais ce que c'était que de faire l'amour à ma femme. Les réunions à Tampa se sont bien passées et les problèmes de suivi à Orlando étaient faciles. En fait, je les gérais généralement à distance, mais ma présence sur place a aidé à maintenir notre équipe de direction sur la bonne voie. Une fois que tout fut réglé, je passais du temps sur le site à observer la qualité de la construction, faisant des observations et signalant des problèmes et des écueils potentiels à l'assistant chef de projet qui me faisait visiter. Il était jeune mais brillant, et je notais mentalement qu'il serait bientôt prêt pour plus de responsabilités. Je pourrais partir jeudi après-midi si je trouvais un vol, mais je ne me suis pas donné la peine d'essayer. Regan ne m'attendait pas avant vendredi soir, et je voulais lui donner chaque minute possible de ce temps pour prouver à Madame Hightower qu'elle avait eu amplement l'occasion, mais qu'elle ne me tromperait pas. Alors j'ai travaillé dans ma chambre d'hôtel jusqu'à midi, et en début de soirée jeudi, je suis allé dans l'un des célèbres stands de tir d'Orlando, où en plus des pistolets et des fusils habituels, des mitraillettes peuvent être louées pour tirer depuis 3 points en quelques secondes. Je me suis limité à louer quelques pistolets et j'ai laissé les papas touristes, arrachés à leurs enfants dans les parcs Disney ou Universal pour un moment, dépenser leur argent durement gagné en nourrissant des mitraillettes rugissantes. Vendredi, j'ai travaillé dans une remorque sur notre chantier de construction jusqu'à l'heure de partir pour l'aéroport. Le trafic sur l'I-285 vendredi soir était probablement aussi mauvais qu'en centre-ville, et ce n'était pas beaucoup mieux sur la 75 non plus. J'ai poussé un soupir de soulagement quand j'ai enfin atteint notre sortie, et j'étais ravi quand je suis rentré à la maison et que ma tendre épouse s'est jetée dans mes bras. Voyant que j'avais l'air stressé,
Elle m'a apporté une bière et nous nous sommes blottis ensemble sur le canapé et avons discuté un moment avant qu'elle ne m'accompagne à l'étage. Le samedi, Regan est allée à la salle de sport pour s'entraîner et je me suis occupé du jardin. Comme je n'avais pas beaucoup de temps, après être rentré pour prendre un verre d'eau et regarder, j'ai ouvert mon ordinateur portable et vérifié mon compte email personnel. À mon soulagement, il n'y avait rien de la part de l'adresse spéciale que l'enquêteur de Donna Hightower m'avait donnée. J'ai vérifié à nouveau dimanche après-midi pendant qu'elle faisait des courses et des commissions. Cette fois, j'ai cligné des yeux plusieurs fois avec tension avant de cliquer hésitamment sur le message pour l'ouvrir. Alors que je le faisais, j'ai murmuré « S'il te plaît, Seigneur, que ce soit juste une mise à jour. » Cher M. Giraud, votre commande sera prête lundi à 11 h. Veuillez contacter notre bureau pour organiser la livraison. Larson Tool Works. Ma main tremblait en fermant le message, en le supprimant, puis en le supprimant définitivement de ma corbeille. Regan a remarqué que je n'avais pas l'air bien en rentrant chez elle, et j'ai évité ses baisers. Ouais, je ne me sens pas très bien, ai-je répondu. Je ne veux pas que tu tombes malade aussi. Laisse-moi te faire un câlin et ensuite tu te couches pendant que je prépare le dîner. J'espère que tu te sentiras mieux et pourras manger dans peu de temps. Elle m'a serré dans ses bras, mais moi, inquiet au-delà de toute croyance, je me contentais de lui caresser le dos et de poser ma tête contre le sien. Alors que je le faisais, j'ai senti le parfum des fleurs. Je n'ai pas mangé dimanche soir et je me suis levé très tôt lundi matin. J'y pensais en essayant de dormir. L'odeur de fleurs dans ses cheveux n'était pas son habituel shampoing, après-shampoing ou parfum. Je ne voulais pas croire qu'il se passait quelque chose, mais l'odeur inhabituelle et le message inquiétant m'ont fait me demander si quelque chose se tramait vraiment. Après tout, elle était partie depuis si longtemps, n'est-ce pas? Non, elle n'aurait pas eu le temps de faire des courses et de faire quelque chose d'accessoire. Pas vrai? Oui, ça devait être l'un de ces sacs de maquillage qui vaporisent des échantillons de parfum dans le magasin. Après avoir confirmé le rendez-vous lundi matin, je suis arrivé au bureau de Mademoiselle Hightower juste avant 11 h. On m'a conduit dans la même salle de conférence que la première fois, et comme la fois précédente, Mademoiselle Hightower m'a salué. Cette fois, elle a fait signe vers une chaise et a dit « Monsieur Giraud, nous avons conclu notre enquête plus tôt que prévu, et j'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles. » Elle a poussé le dossier vers moi et s'est reculée en silence pendant que je l'ouvrais. Mon monde, toujours si ordonné, s'est effondré autour de moi alors que je sautais la lecture du rapport pour aller directement aux photos. Là, elle était avec un homme dans notre chambre. Cela a été suivi par une autre photo, mais toujours dans notre chambre. Attends, le gars sur cette photo ne ressemble pas à celui que je vois sur la première. Désolé, tout est dans le rapport, mais nous l'avons documenté avec 3 hommes différents lors de 4 rencontres jusqu'à samedi, et hier après-midi nous avons répété la deuxième rencontre, cette fois dans une maison privée. Quoi? M'exclamai-je. La nouvelle et tous les chiffres m'ont stupéfié. Mais elle a fait des courses hier. Son regard était sérieux. Elle a fait un signe de tête. Monsieur Giraud, Madame Giraud, a fait des courses samedi après-midi après sa deuxième rencontre avec l'amant numéro 2, et le dimanche elle est seulement allée à l'épicerie. Tu aurais pu vérifier les reçus ou peut-être une carte de crédit si elle n'avait pas payé en espèces. Mais elle allait à la salle de sport samedi, chuchotai-je, essayant toujours de ne pas croire à l'évidence clairement exposée devant moi. Mademoiselle Hightower secoua la tête. Je suis désolé, Monsieur Giraud. D'après la photo d'elle quittant l'hôtel avec l'amant numéro 2, nous pensons qu'elle faisait de la gymnastique, mais croyez-moi, elle n'était nulle part près d'une vraie salle de sport. Comment est-ce possible? Exigeai-je, ma colère finissant par l'emporter sur l'incrédulité. Laisser 3 mecs différents passer du temps avec elle en une semaine? Et cela ne signifie pas que je ne m'occupais pas d'elle avant et après. Mademoiselle Hightower leva une main pour me rassurer. Je ne suis pas psychiatre, Monsieur Giraud, juste une sacrément bonne enquêtrice et une assez bonne juge de caractère humain. Votre femme semble être une candidate probable aux troubles de l'hypersexualité, souvent appelée nymphomanie dans les années précédentes. Elle semble aller bien au-delà de l'ordinaire pour faire cela et dissimuler ce qu'elle a fait pour que vous ne le découvriez pas.
Des fleurs, soupirai-je. Le parfum des fleurs dans ses cheveux. Elle a pris une douche et s'est lavé les cheveux après avoir vu son petit ami hier. Peut-être, mais à en juger par le temps qu'ils ont passé là-dedans, il est plus probable qu'elle les ait juste lavés ou vaporisés avec quelque chose. D'après ce que nous pouvons dire en la suivant et en regardant les vidéos, elle est une experte dans ce qu'elle fait et elle est obsédée par son apparence, changeant même les draps et le linge de votre lit entre les amants. Plus d'un conjoint a été surpris en train de tromper quand une tache ou une odeur trahit un amour secret. Mais dans notre lit, comment sais-je, me rappelant qu'elle avait même changé les draps du lit d'invité il y a juste une semaine. Oui, 2 des 3 nuits où vous étiez absent, elle l'a fait dans votre lit. Elle emmène son amant. S'il vous plaît, ne les appelez pas ainsi. Ce sont des tricheurs, des connards adultères. Elle fredonnait légèrement et hocha la tête en réponse à mon commentaire. Au moins un, oui. Nous ne connaissons pas le nom du premier et le troisième n'est pas marié, mais en supposant qu'il connaissait son statut marital, cela fait de lui un complice de son adultère et un adultère selon la loi de l'État. Maintenant, le deuxième semble être son habituel, amant. Eh bien, il est certainement un trompeur et un adultère. Nous avons pu obtenir son identité et avons découvert qu'il est marié. Espèce de salaud, soupirai-je, ouvrant le dossier et le fouillant jusqu'à ce que je trouve la page avec sa photo tout en haut. Mes poings se sont serrés et tout ce que j'avais à faire était de m'empêcher de frapper le bureau. Mince. Je pense qu'elle travaille avec ce salaud. J'étais sur le point d'aborder ce sujet. Noah Wilvey, 32 ans, marié et autant que nous puissions le dire, est devenu le patron de votre femme dans son entreprise il y a quelques mois. Étant une grande entreprise importante avec plusieurs bureaux, ils ne divulguent pas leur structure de direction, il est donc possible qu'ils travaillent dans un autre département, peut-être parallèle. Je secouai la tête. Non, vous avez raison. Madame Allenby a été promue, je pense, à la fin du printemps et Monsieur Wilvey est devenu son nouveau manager. Regan ne l'a jamais appelé par son nom et a dit qu'il n'était pas très sociable, donc je ne l'ai pas encore rencontré, mais elle me l'a montré un jour où je suis passé la chercher quand sa voiture était au garage. Ce fut au tour de Mademoiselle Hightower de secouer la tête, bien que ce fût un regard d'incrédulité. Pas très sociable avec les épouses de ses maîtresses, sans doute, sourit-elle. Une excuse pratique pour vous tenir à l'écart. Quoi qu'il en soit, Monsieur Wilvey n'a pas de casier judiciaire ni de mandat d'arrêt en cours, mais il a plusieurs amendes impayées pour stationnement. Votre femme l'a rencontré dans un bar mercredi soir et l'a conduit chez vous pendant un peu plus d'1 heure, puis l'a ramené et l'a laissé repartir dans sa voiture. C'est ainsi que nous avons obtenu son nom dans les archives du DMV. Nous avons trouvé les informations sur son entreprise grâce à une recherche sur le web et à des réseaux professionnels sur Internet. Quel salaud! J'ai soupiré, serrant et desserrant mes poings pour ne pas casser quelque chose par accident, comme mes doigts. Mademoiselle Hightower a continué. Prenez votre temps, Monsieur Giraud. Nous n'avons pas encore terminé. De plus, elle l'a rencontré à l'hôtel samedi après-midi et encore hier, mais cette fois, comme je l'ai dit, à la résidence. Selon les registres fiscaux, sa résidence est chez Monsieur Giraud. Si Madame Wilvey était arrivée quelques minutes plus tôt ou si votre femme était partie quelques minutes plus tard, Madame Giraud aurait probablement été impliquée. Ai-je sifflé. Son jeu est déjà perdu, mais elle ne le sait tout simplement pas. Vous savez, Mademoiselle Hightower, dans ma jeunesse, j'étais assez sauvage et je courais après toute femme qui montrait de l'intérêt. Ça a pris du temps, mais j'ai finalement réalisé que cela ne me menait nulle part. J'avais besoin de quelque chose de plus et j'ai rencontré Regan juste au bon moment. Elle a admis qu'elle était pareille à l'université et qu'elle avait eu quelques amants en chemin, mais elle a dit qu'elle m'aimait, qu'elle voulait se poser, que... Je n'ai pas pu continuer et Mademoiselle Hightower a tapoté mon bras. Je lui ai souri faiblement en pensant à son ingratitude et j'ai regardé à nouveau la feuille avec la photo de Noah Wolverine dessus. Mon visage s'est durci à la pensée de ce que j'aurais envie de faire à ce tricheur, menteur, adultère et duplice. Mademoiselle Hightower a attrapé mon bras à nouveau, plus fermement cette fois, me forçant à regarder dans ses yeux. Monsieur Giraud, je suis vraiment désolé pour la façon dont je vous ai regardé.
Je suis désolé pour la tournure des événements, mais je dois vous avertir, comme je le fais avec tous mes clients, de ne pas laisser la douleur que vous ressentez vous pousser à faire quelque chose qui ne correspond pas à qui vous êtes. Lorsqu'une personne découvre que son être cher l'a trompé, elle veut souvent se venger pour faire souffrir le tricheur. Mais si vous le faites et que vous allez trop loin, eh bien, si vous le faites, cela peut ruiner votre vie. Vous en avez conscience? En prenant ma main, elle m'a fait hocher la tête avant de poursuivre. Ne laissez pas son erreur vous ruiner, ni l'avenir que vous pourriez avoir. Si tu ripostes trop fort, tu pourrais aller trop loin et finir en prison pour un certain temps, voire même en maison d'arrêt, peut-être pour des années. Tu pourrais perdre ton travail et presque tout ce pour quoi tu as travaillé toute ta vie d'adulte. Tu n'as pas d'enfant, donc tu n'as pas de soucis à te faire, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas te créer de gros problèmes. Quelle que soit ta décision, sois prudent et rappelle-toi que c'est son erreur, pas la tienne. Il y avait tellement de choses qui tournoyaient dans ma tête. Trahison? Confirmé. Enfant? Si proche, mais pas maintenant. Vengeance? Peut-être pas, mais rétribution? Oui, certainement. Je ne serai pas idiot au point de laisser ma colère me détruire. Je ferai attention à contrôler mes émotions, mais dans ma réaction soigneusement calculée, je serai tout aussi maudit, fourbe et cruel qu'elle l'avait été en me trompant, peu importe depuis combien de temps elle le faisait. Je savais que je ne lui ferais jamais de mal physiquement. Je n'étais pas ce genre de personne, mais la faire souffrir? Oui, je le ferais. Avec précaution, je veux dire. Mais croyez-moi, mademoiselle Hightower, si c'est ainsi que ma future ex-femme le veut, de n'importe quelle manière qu'elle le puisse obtenir, alors ce sera ainsi. J'essaierai de ne pas aller trop loin, mais croyez-moi, ce sera sacrément proche, et elle ressentira toute la douleur qu'elle m'a causée. Chaque foutu. Miette. Mademoiselle Hightower soupira, réalisant qu'elle ne pouvait pas m'arrêter, mais elle fit une dernière tentative pour me calmer. D'accord, s'il te plaît, sois prudent, monsieur Giraud, rappelle-toi ce que tu as dit, et ne va pas trop loin. Dépasser les limites est bien plus facile que tu ne le penses. Je ne veux pas que ce que tu feras te retombe dessus ou te hante. En tant qu'avocate en divorce, mademoiselle Hightower recommanda George C. Godwin. Il accepta de me rencontrer après les heures de bureau, et je passai les 2 heures suivantes sur un banc dans le parc Piémont en méditant sur ma fuite et ma vengeance. Puis je rassemblai toutes mes notes et allai le voir. Monsieur Godwin était un homme noir âgé, en fait, l'oncle plus jeune de mademoiselle Hightower, était aussi petit, trapu et jovial qu'elle était grande, royale et réservée, mais il connaissait le droit de la famille sur le bout des doigts. Il connaissait aussi le système juridique de la Géorgie comme le fond de sa poche, ayant exercé le droit pendant près de 50 ans. George était très décontracté, insistant pour que nous nous tutoyions et discutions un peu avant d'aborder la raison pour laquelle j'avais choisi le divorce plutôt que la réconciliation. Quand je lui ai montré le dossier de photos, il a sifflé avec envie. Je pense que cela répond à ta question. Bon, de quoi avons-nous besoin? Je lui ai remis la clé USB avec tous les documents que mademoiselle Hightower avait suggérés, et il l'a branché sur son ordinateur portable, a marmonné quelques fois, puis a dit quelques mots de plus avant d'embrasser sa nièce à l'italienne dans une direction générale. Cette fille s'y connaît vraiment. Trent, tout semble terminé, je vais tout rassembler et je te préviendrai quand nous serons prêts à déposer. Tu peux le faire d'ici lundi prochain? Oh, je peux le faire d'ici là, mais les heures supplémentaires vous coûteront. Fais-le, s'il te plaît. Ensuite, je lui ai exposé mon plan, incluant une demande supplémentaire. Quand j'ai terminé, son visage n'exprimait rien. Tu dois être prudent, Trent, très prudent. Je sais que tu es en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être, mais tu t'engages dans une procédure judiciaire où tu ne peux pas aller trop loin car le juge décidera de l'affaire selon la loi. Mais si tu ne penses pas que l'apparence et l'attitude jouent un rôle, j'ai un superbe pont à te vendre qui traverse la grande rivière qui traverse le centre-ville d'Atlanta. Je me suis forcé à sourire, sachant qu'il n'y avait aucune rivière, grande ou autre, au centre-ville d'Atlanta. Je suis rentré chez moi tard le lundi soir. Se sentant fatigué et ayant besoin de se reposer après une petite maladie, j'ai évité Reagan.
Feignant toujours des signes d'une maladie qui n'existait pas vraiment, je me suis douché et me suis brossé les dents, essayant d'effacer toute trace de cette garce de mon esprit. Le mardi matin, je me suis levé tôt et, sans la réveiller, je suis discrètement sorti de la maison pour attraper mon vol pour Charlotte. Le jeudi soir, j'ai passé l'appel que je redoutais. « Ethan, salut, c'est Trent. Écoute mon pote, je dois m'excuser, et je dois vraiment m'excuser. Tu avais raison, et j'avais tort autant que possible. Cette garce m'a manipulé. Ethan, étant le plus proche de mes frères, m'a immédiatement pardonné et m'a demandé comment il pouvait aider. Je suis resté à la maison tard vendredi soir, puis j'ai râlé que j'étais fatigué pour qu'elle ne pense même pas à moi. Samedi matin, je suis allé chez mes parents pour aider mon père avec un projet domestique qui était soi-disant reporté au dimanche matin. Je voulais vraiment lui dire ce qui se passait, mais je savais que je devais attendre que les choses se calment. Ensuite, le moment serait venu, et il serait trop tard pour manquer quelque chose que je n'aurais pas dû manquer. J'ai donc appelé Regan tard samedi soir pour lui dire que je ne rentrerai pas avant le lendemain après-midi. Mais quand elle a répondu, j'ai eu nettement l'impression qu'elle n'était pas chez elle et qu'elle n'était probablement pas seule. J'ai retenu ma langue, prononçant un je t'aime sec mais complètement faux, avant de mettre fin à la conversation. Un dimanche après-midi, alors que Regan était dehors dans la rue, sans doute en train de fréquenter l'un des salauds qui l'avaient séduite, M. Godwin m'a envoyé un texto. Je l'ai rapidement appelé et il a confirmé que tout serait prêt. L'huissier qui l'avait engagé a accepté de remettre les documents lundi à 11 h comme je l'avais spécialement demandé et de m'envoyer un texto dès qu'il l'aurait rencontré. Je me suis immédiatement excusé du travail et j'ai pris la route, laissant à Regan un mot pour lui dire que j'avais des affaires au bureau et pour qu'elle m'appelle au bureau si elle avait besoin de moi. Je me suis rendu au bureau et j'ai passé le reste de la soirée à finaliser mes plans. Regan a appelé 2 fois ce soir-là et les 2 fois je lui ai dit que l'affaire traînait et que j'allais être encore plus en retard que je ne lui avais dit auparavant. J'ai promis que je partirais tôt lundi matin et que nous passerions toute la soirée ensemble au lit. C'était sûrement ce qu'elle voulait entendre, car son humeur morose est devenue légère et joyeuse et elle m'a avoué son amour avant que nous mettions enfin fin à la conversation. Je lui mentais bien sûr, mais étant donné le réseau de mensonges et de tromperies qu'elle tissait autour de moi, j'ai secoué la tête et dit « C'est le genre de changement, chérie. La réincarnation, c'est du sérieux. » Elle a sifflé quand je suis monté tard dans le lit avec elle cette nuit-là, ce que je savais serait la dernière fois, mais je n'ai pas pris la peine de la réveiller. Après le départ de Regan pour le travail, j'ai parcouru la maison avec un large morceau de ruban adhésif de peintre coloré et j'ai collé un morceau sur tout ce que je possédais ou avais possédé avant notre mariage. Tout ce qui concernait les biens communs, j'ai décidé qu'elle le recevrait dans le cadre de notre accord de règlement ou le donnerait à une friperie. À moins le quart, Ethan est arrivé et quelques minutes plus tard, l'équipe de déménagement est arrivée. Je les ai aidés à commencer et ensuite Ethan a pris le relais de la supervision pendant que je finissais de préparer ce dont j'avais besoin à court terme. Tout ce qui était dans le camion irait à l'entrepôt. Regan n'a pas remarqué que j'avais vidé mon coffre-fort d'armes et tout emmené chez mes parents pour les mettre dans le coffre-fort de mon père le samedi. J'avais presque terminé et j'étais sur le point de partir, prévoyant de laisser le reste à Ethan quand Amy, la voisine et amie de Regan, a vu le camion et est sortie pour demander si nous déménagions. Heureusement, je suis allé vers elle avant qu'elle ne puisse regarder dans le camion ou voir que j'avais entassé un tas de choses à l'arrière de mon 4x4 dans le garage. Chut, ai-je dit avec un sourire en coin. Je surprends Regan avec de nouveaux meubles en l'honneur de notre prochain anniversaire. 5 ans la semaine prochaine. Je fais du tri dans de vieux meubles et des objets encombrants de la maison avant leur livraison ce soir. C'est une surprise et c'est un peu tôt à cause de leur planning de livraison, alors s'il te plaît, ne le mentionne pas à elle ou à quelqu'un d'autre avant qu'elle ne te le dise elle-même. Elle a accepté, souriante, et a continué son chemin. À midi, la nouvelle se serait probablement répandue dans tout le quartier, donc j'étais content que l'heure X soit déjà 11 h. J'ai donné un pourboire généreux à chacun des déménageurs, puis j'ai serré la main d'Ethan et les remercié avant de me diriger vers la banque. J'étais là quand ils ont ouvert à 9 h et j'ai retiré la moitié de l'argent de nos comptes sous forme de chèque de banque. Quelques minutes plus tard,
J'étais à la caisse d'épargne et j'ai déposé le chèque de banque sur un nouveau compte que j'avais ouvert en ligne. À moins le quart de 11 heures, je me suis garé sur le parking d'un immeuble de bureaux à Sandy Springs et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais déjà fait une demande pour une nouvelle carte de crédit à mon nom, donc comme la carte actuelle avait un solde nul, je l'ai fermée. Cela a pris plus de temps que prévu et, par conséquent, j'ai commencé à transpirer par manque de temps. Cependant, à 10h57, c'était fait, et je me suis connecté à notre compte email familial où nous étions tous les deux répertoriés et j'ai attendu que le message texte arrive sur mon téléphone comme prévu à 11h. L'huissier de justice a juste demandé d'elle. Une réponse est arrivée disant qu'elle était en route. 1 minute plus tard, un autre message est arrivé. Elle est dans le hall maintenant ? Presque tremblant de nervosité, j'ai téléchargé le message déjà préparé sur notre email. J'ai envisagé d'aller sur l'email professionnel de Regan et d'envoyer la version que j'avais écrite et que je voulais vraiment envoyer à partir de là, puisque je connaissais son mot de passe. Mais l'avertissement de Donna Hightower sur le fait d'aller trop loin et la confirmation de son oncle que si je faisais ce que je voulais, je me retrouverais dans de très mauvais draps avec le juge et peut-être même en tôle pour une nuit ont mis fin à cette idée. Pour l'instant, le message a été envoyé à plusieurs de nos amis et de notre famille. Il rapportait qu'il s'était passé quelque chose entre nous et que j'avais demandé le divorce en conséquence. 3 photos étaient incluses dans le fichier plutôt que jointes pour qu'elles ne soient pas supprimées du message. Les visages de Regan et Noah étaient visibles sur chacune des photos. Cependant, encore une fois, en tenant compte des avertissements de ne pas aller trop loin, les photos étaient soigneusement recadrées et floutées pour cacher tout détail salace. Mais il était assez évident ce qui se passait et à en juger par l'horodatage, quand le deuxième message, celui que je voulais vraiment envoyer, est resté inutilisé sur la clé USB. Finalement, le message n'a pas été envoyé à Regan ou Noah. Il n'était pas nécessaire de les avertir de la tempête imminente. Le message était prêt et semblait correct, alors j'ai appuyé sur Envoyer. Après m'être assuré qu'il était parti correctement, j'ai rapidement fermé ma session, éteint mon ordinateur portable et l'ai mis sous ma chaise. Mon téléphone a sonné à 11h03, c'était Regan et j'ai répondu. « Trent, qu'est-ce que c'est que ça ? Un divorce ? Pourquoi ? Je pensais qu'on était heureux ensemble. Tu croyais qu'on était heureux ? Non, je pensais qu'on était heureux jusqu'à ce que je découvre ce que tu faisais. Ouais, je sais. Regarde à l'arrière de l'enveloppe, j'ai demandé à mon avocat de le mettre dans le paquet. Je l'ai entendu jurer et crier au téléphone, me promettant un amour indéfectible comme elle l'avait fait devant Dieu, le pasteur et beaucoup de nos amis et de notre famille à l'église, ce perdu il y a 5 ans. Merde. Elle a crié au téléphone. Merde, Trent, non. Ce n'est pas ce que ça semble être. Vraiment ? Non, Trent, laisse-moi t'expliquer. Non, Regan. Je ne pense pas que tu aies le temps d'expliquer cela correctement. C'est fini entre nous. Les coordonnées de mon avocat sont dans ce dossier. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le contacter. J'ai raccroché et elle continuait de parler, ou plutôt de crier pratiquement dans le téléphone. Quand elle a réalisé que je n'étais plus là, elle a rappelé et j'ai envoyé le téléphone sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message, apparemment long, et quelques minutes plus tard, un message texte de sa part est arrivé. Le message vocal était toujours le même, déni et mensonge, alors je l'ai supprimé, tout comme le message, et les 3 messages suivants, ainsi que le message vocal qui a suivi rapidement. Ne voulant plus entendre ces larmes de crocodile, écouter les mensonges, les excuses, et certainement pas vouloir entendre d'autres promesses, puisqu'elle avait déjà violé ce qui comptait vraiment. Je n'ai pas écouté le nouveau message ni lu les messages avant de les supprimer. J'ai alors bloqué le numéro de Regan. Immédiatement après, j'ai composé le numéro de mon beau-père. Comme Bob et Chessie étaient aussi mes amis en plus d'être ma belle famille, je ne me suis pas embêté à leur envoyer un message. Salut Bob, c'est Trent. Je déteste t'appeler au travail, mais c'est important et je pense que tu dois l'entendre de ma bouche, pas par quelqu'un d'autre. Et je vais le faire maintenant, pas plus tard, car la merde vient de frapper le ventilateur. Je crois l'avoir entendu avaler au téléphone. Que se passe-t-il ?
Mon fils. Bob, je suis désolé de devoir te dire ça, mais à cause de l'incapacité de Regan à respecter ses vœux matrimoniaux, je suis obligé de mettre fin à notre mariage. Trent, non. Je connais l'histoire de ma fille, mais elle a changé. Tu ne peux pas prendre cela au sérieux en lui reprochant quelque chose de lointain. Bob, je ne ferai jamais ça, mais elle a rechuté, et de manière très sérieuse, et ce n'est pas vieux. Il y a 2 semaines, quand j'étais hors de la ville, c'était comme si elle devenait folle. J'ai les lieux, les dates et les heures pour le prouver, ainsi que des photos et même des vidéos de certains événements. Cela me ronge depuis que j'ai découvert la vérité, et je déteste devoir te dire ça, surtout au téléphone, mais tu dois savoir que je ne fais pas ça parce que je le veux, mais parce que je ne peux plus lui faire confiance, et je ne peux plus continuer comme ça. Donc je vais mettre fin à tout ça maintenant. Les papiers ont été déposés ce matin et elle les a déjà reçus. Non, je n'arrive pas à y croire. Elle m'avait promis qu'elle avait déjà dépassé cette étape. Il y avait de la désespoir dans sa voix, un déni total. Elle nous l'avait promis à tous, Bob, mais apparemment ses promesses n'étaient pas assez solides pour qu'elle les tienne. Si elle était restée fidèle à elles et à moi, je l'aurais aimée pour toujours. Tu le sais, mais maintenant il est trop tard, et l'amour que j'avais pour elle s'est estompé, s'est asséché et s'est évaporé. Cependant, je vous aime toujours, toi et ta femme, et je ne veux pas vous blesser, c'est pourquoi je te le dis directement et non par email. Mon futur ex-beau-père a exprimé de profonds regrets pour ce que sa fille nous avait fait, à nous en tant que couple, ainsi qu'à sa famille et à moi en tant qu'ami. Avec des regrets dans sa voix, nous nous sommes dit au revoir. J'ai rapidement appelé Chessie, mais l'appel est tombé sur sa messagerie vocale. Je soupçonnais que Bob avait son téléphone en numérotation rapide, alors j'ai laissé un court message. Il était maintenant 11h16 et je suis passé à la seule partie de mon plan sur laquelle j'avais des doutes. Si je faisais cette partie, je ferais du mal à un inconnu qui ne le méritait probablement pas, mais si je ne le faisais pas, je risquais de me faire encore plus de mal. J'ai donc mis des lunettes de soleil, une casquette de baseball et un tour de cou avec une carte d'identité plastifiée pour une société de livraison qui, à ma connaissance, n'existe pas, mais avec le numéro de téléphone d'Ethan en bas. Il savait qu'il devait répondre à tous les appels qu'il ne reconnaissait pas entre 11h et 11h30 sous le nom de Sunshine Process Serving. Il savait que tous les appels inconnus entre 11h et 11h30 devaient être répondus par Sunshine Process Serving. J'ai mis un chewing-gum dans ma bouche et je suis entré dans le bâtiment. Au bureau de sécurité, j'ai dit « Salut, TC. Giro de Sunshine Courier and Process Serving. J'ai un colis spécial pour Madame Melissa Wilvey. » Le garde a froncé les sourcils. De tels colis doivent aller au centre de réception au sous-sol. Non, ce n'est pas ce que disent les tribunaux, ai-je dit, imitant au mieux Chevy Chase du vieux film Fletch. La signification personnelle exige une pièce d'identité avec photo et une signature personnelle. C'est généralement mieux fait discrètement, mais nous pouvons faire un scandale si vous le souhaitez, et je finirai par devoir courir partout en ville pour la retrouver, ce qui lui causera encore plus de problèmes. Non, attends, dit le garde. Que veux-tu? Je vais à son bureau, je la rencontre dans le hall, je lui remets l'IDAO et je récupère sa signature. En 5 minutes, je suis parti. Pas de tracas, pas de bruit. Il hocha lentement la tête. Pour monter à l'étage, vous devez avoir un badge visiteur. Je dois garder votre pièce d'identité pendant que vous l'avez. D'accord, ai-je accepté, lui tendant mon permis de conduire. Avec une certaine réticence, il le prit et me remit le badge. Reviens tout de suite. Tu vas récupérer ceci, dit-il en me tendant mon permis. Quand tu rendras le badge dans ma main. Tu as compris? Je lui ai incliné la tête et soufflé une petite bulle, puis je me suis retourné et me suis dirigé vers l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, au 3e étage, je me suis approché de l'accueil du cabinet de Melissa Woollever. La même conversation m'y attendait. La jeune fille derrière le comptoir semblait encore plus hésitante que le garde du hall principal, mais elle a appuyé sur un bouton et a fait venir Madame Woollever dans la zone de réception. Remarquant une poubelle dans le hall,
J'ai jeté le chewing-gum et enlevé ma casquette de baseball que j'ai placée dans le sac que je faisais passer pour ma serviette de messager. L'identité de Fletch avait disparu. Melissa Woollever était très jolie, dans la fin de la vingtaine ou la trentaine, avec la peau bronzée, des cheveux bruns foncés et des yeux bruns rêveurs qui me faisaient penser qu'elle avait du sang hispanique dans ses ancêtres. Lorsqu'elle est entrée dans le hall du cabinet, elle avait l'air préoccupée. Lorsque la réceptionniste l'a désignée, Madame Woollever m'a regardé et a hésité un instant avant de se diriger vers moi. « Johan a dit que tu avais quelque chose pour moi à signer », dit-elle avec hésitation. « Non, je suis désolé, Madame Woollever, je suis Trent Gero. Vous n'avez pas vraiment besoin de signer, mais je dois vous remettre ceci car cela vous concerne. » « Qu'est-ce que c'est ? Madame Woollever, je suis désolé de vous apprendre cela, mais votre mari avait une liaison avec ma femme. » Mes paroles étaient murmurées, et je lui tendis une photographie recadrée de deux au lit. Dans l'enveloppe se trouvent des documents qui prouvent tout. Absolument tout. Des larmes coulaient sur ses joues et elle secouait la tête en signe de dénégation. Ça doit être un faux. Noah me l'a promis. Ce n'est pas un faux, Madame Woollever. J'ai payé une somme d'argent conséquente à une agence de détectives pour découvrir ce qui se passait avec ma femme et leur ai demandé de prouver qu'elle n'avait pas de liaison après que des rumeurs à ce sujet me soient parvenues. Ils ont prouvé le contraire, qu'elle en avait une. Dans l'enveloppe se trouve une confirmation que tout ce que tu vois ici est réel, non modifié et obtenu légalement avec mon autorisation. Un cabinet d'enquête privé et mon avocat m'ont assuré que tout cela sera pris en compte et porté devant les tribunaux si tu choisis cette voie. C'est ce que je fais ce matin. Mais il a promis, chuchota-t-elle, les larmes aux yeux. Elle se pencha vers moi, et je passai mon bras droit autour d'elle, caressant son dos. Il a dit que la première fois était une erreur, que c'était juste une fièvre, et que ça ne se reproduirait pas. Nous avons pris des mesures pour éviter que cela se reproduise, et maintenant il recule et recommence. Pourquoi ? Je ne sais pas, Madame Woollever, mais cette fois-ci ce n'était pas un coup de tête. C'était soigneusement planifié, et cela s'est produit plus d'une fois. Dans l'enveloppe, tu trouveras des documents de 3 rencontres entre eux en 5 jours. Sa main agrippa ma chemise et elle secoua la tête, brève et rapide, contre moi, réalisant l'ampleur de la trahison de son mari. Mesurant 165 cm et pesant 125 livres, j'étais 7 ou 8 pouces plus grand qu'elle. Elle essuya ses larmes et me regarda de nouveau. Le flot s'était arrêté, mais ses joues étaient encore mouillées par la récente averse. « Monsieur, je suis désolé, comment vous appelez-vous » Je lui dis mon nom et elle continua. « Je vais bientôt partir déjeuner et nous irons quelque part. Ensuite, je t'enverrai une photo, juste de moi, si tu veux la lui montrer. Madame Woollever, vous êtes une belle femme, et je suis honoré par l'invitation, même si elle sonnait plus comme de la colère que du désir. » « Mais non, madame, tu ne le feras pas, dis-je en la serrant un peu plus contre moi, essayant de l'aider à surmonter sa colère et à passer à l'étape beaucoup plus importante de regarder vers l'avenir. Je ne peux pas te laisser faire ça et je ne peux pas te faire ça. Autant cela pourrait sembler être une vengeance pour lui, tu vas devoir vivre avec toi-même pour le reste de ta vie, donc tu ne devrais pas aller trop loin et faire quelque chose que tu regretteras plus tard. Et tu ne devrais rien faire que le système juridique de la Géorgie n'approuverait pas. Peut-être que cela l'a réveillée de sa tristesse car elle l'a lâché et a fait un pas en arrière. Je suppose que tu as raison. Je lui ai donné une autre chance, mais c'est la fin, et cette fois-ci nous finirons au tribunal. Je ne sais pas comment. J'ai inclus le nom et les coordonnées d'un service d'enquête privé au cas où tu en aurais besoin pour une enquête plus approfondie ou si tu as besoin de quelqu'un pour témoigner. J'ai également inclus le nom de l'avocat qu'ils ont recommandé. Il a l'air d'être quelqu'un de bien et a été très réactif dans la gestion de mon affaire jusqu'à présent. Il a déposé les documents et ils ont été remis ce matin. Choquée, elle prit l'enveloppe et me remercia, puis commença à s'éloigner. Cependant, elle s'arrêta et dit « Monsieur Giraud, je déteste te demander ça, mais est-ce que je peux t'appeler si je suis bloqué et que j'ai besoin de conseils ? Mon numéro est dans l'enveloppe. » Après avoir visité le laboratoire d'analyse que Donna Hightower avait recommandé, j'ai transpiré pendant les quelques jours suivants tout en gérant le projet dans le sud de la Géorgie.
C'était agréable de pouvoir me reposer à la fin de chaque longue journée, mais la pensée que j'aurais pu attraper quelque chose d'horrible, voire potentiellement mortel, m'a rendu encore plus en colère contre Regan et les risques qu'elle avait pris pour quelques, ou peut-être beaucoup, de frissons bon marché. Cependant, la chance m'a souri à la fin de la semaine lorsque le laboratoire m'a informé que je n'avais aucune maladie sexuellement transmissible. J'ai poussé un soupir de soulagement. Au moins, ce danger ne m'avait pas atteint. Regan essayait toujours de me joindre, laissant message après message sur ma messagerie vocale au travail et sur mon téléphone portable à partir d'autres numéros. Lorsque j'ai vérifié les messages, je les ai supprimés dès que j'ai entendu sa voix, mais elle n'a pas saisi l'indice. En revenant au bureau vendredi matin, j'ai trouvé d'autres messages qui m'attendaient, alors je les ai supprimés un par un et j'ai sorti le manuel d'utilisation de mon téléphone pour trouver comment bloquer le numéro. Après quelques minutes, ce problème a été résolu également, et j'ai décidé de rendre visite à mes parents pendant le week-end. Ils recevaient aussi des messages de Regan, et j'ai décidé de bloquer son numéro là-bas aussi. Ma mère était particulièrement bouleversée, surtout parce qu'elle savait que Regan et moi étions prêts à avoir des enfants. Elle m'a même demandé de reconsidérer le divorce, en disant que ce que Regan avait fait ne pouvait pas être si grave. J'ai secoué la tête en réponse et lui ai montré une photo soigneusement recadrée qui montrait la date. Des larmes ont coulé sur son visage, mais elle a acquiescé, réalisant enfin la vérité malgré son désir de la nier. Nous avons serré papa très fort alors que je lui disais au revoir et me dirigeais vers mes quartiers temporaires. Le lendemain au travail, Andy Smith est entré dans mon bureau avec les mauvaises nouvelles juste avant midi. Trent, la poche des os de Mary Jo Balecki a rompu, et des semaines avant qu'elle ne prévoie de partir en congé maternité. Que devons-nous faire? Nous aurions probablement dû prier pour MJ et les bébés, leur envoyer un cadeau, et renvoyer Andy chez lui pour qu'il puisse préparer son remplacement pendant son congé maternité. Andy n'était pas très content, car il devrait terminer son projet actuel quelques semaines plus tôt, mais M. Strickland pensait qu'il était le meilleur candidat pour le poste. Maintenant Andy avait l'air paniqué, car son projet était encore presque un mois loin d'une telle fin anticipée. Après avoir examiné nos plannings de projet, Andy et moi sommes allés voir M. Strickland avec une proposition alternative. Afin de ne pas perturber le projet d'Andy, j'accepterai le poste à la Nouvelle-Orléans à sa place, mais je resterai disponible pour gérer les problèmes majeurs sur nos autres projets au besoin, et je pourrai aussi aider à Bâton Rouge. Le soir même, on a appris que Mary Jo et ses nouveaux jumeaux se portaient bien. Je me rapprochais de la Nouvelle-Orléans pour m'attaquer au projet, et à chaque mile je m'éloignais davantage de Regan et de mon passé. Quand je suis arrivé à l'hôtel, il était tard et j'ai dormi quelques heures avant de me lever tôt pour me rendre sur le chantier. J'ai passé la matinée à plonger dans le projet, à rencontrer quelques sous-traitants et à examiner les plans pour les semaines à venir. Tout était comme je m'y attendais, alors je suis parti tôt le matin pour m'arrêter au magasin et me rendre à l'hôpital pour voir Mary Jo. Elle avait déjà reçu les fleurs que j'avais envoyées, alors je lui ai remis un merci pour son excellent travail sur le projet et un bon cadeau pour ses enfants qui étaient depuis un moment à l'unité de soins intensifs néonatales, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour rentrer chez eux. Bien que je ne puisse pas aller les voir, j'ai pu les voir sur l'écran alors que MJ et Ozzy les regardaient avec amour. J'étais tellement heureux pour eux, mais la pensée que je pourrais ne jamais avoir d'enfant à moi m'a fait mal en partant, alors j'ai reporté mon attention sur le projet. Il est devenu mon tout pour les jours suivants, et le vendredi, j'ai emmené l'équipe de gestion du bureau de construction boire un verre dans le French Quarter après avoir fermé le travail pour le week-end. Le lundi, George Godwin a appelé pour voir comment se passait mon divorce. Il passait un mauvais moment à Atlanta. Son bureau recevait de nombreux appels de Regan essayant de me joindre, et il semblait de plus en plus hystérique à chaque appel successif. « Es-tu sûr de ne pas vouloir lui parler ?» demanda-t-il. J'ai souri sarcastiquement en réponse à sa question et je l'ai entendu éclater de rire. Je l'ai remercié et suis retourné au travail. Le soir, alors que je me dirigeais vers ma chambre d'hôtel où je séjournais pour une longue durée, un message texte est arrivé sur mon téléphone. Je ne reconnaissais pas le numéro, mais le message disait « Salut Trent, mon avocat a déposé les documents aujourd'hui et Noah a déjà été assigné. Peux-tu me rappeler quand tu auras un moment ? Merci,
Mélissa W. Il était tard, alors j'ai envoyé un SMS pour voir si elle était là, mais quelques secondes plus tard, mon téléphone a sonné. Salut Trent, merci de me parler. Heureux de le faire, Mélissa. Comment vas-tu? C'est dur, mais je vais m'en sortir, répondit-elle avec incertitude dans sa voix. Et toi? Depuis qu'elle a refusé mon offre de se confier, j'ai répondu, cela te ressemble bien. Mélissa, j'ai demandé, que se passe-t-il? Il y a eu un bref silence avant qu'elle ne parle à nouveau. Salut Trent, je voulais te remercier pour ce que tu as fait en révélant ce que Noah me faisait et en me faisant réfléchir avant que je commette un acte irréfléchi. Tu aurais pu profiter de ma vulnérabilité à ce moment-là, mais tu ne l'as pas fait, me faisant réfléchir pour que je réalise à quel point cela aurait été mal. Je l'apprécie vraiment et j'apprécie ton aide. Ce ne sera pas facile, mais je suis déterminé à surmonter cela. Mélissa, nous étions dans la même situation à l'époque, et cela n'aurait été juste ni pour l'un ni pour l'autre. Je vais mieux maintenant, du moins un peu mieux, notamment en m'éloignant d'elle, et je suis content d'entendre, sinon d'espérer, au moins de la détermination dans ta voix. Absolument. J'ai encore un long chemin à parcourir, mais c'est définitivement mieux qu'avant. Bien. J'ai commencé à lui dire que si elle avait besoin de parler, elle pouvait m'appeler, mais j'ai hésité, incertain de cela. Son futur ex était un salaud de première catégorie, mais il l'était principalement pour elle, pas pour moi. J'étais juste un dommage collatéral pour lui quand il a profité de l'invitation ouverte de mon ex, mais j'avais quand même des projets pour lui aussi, alors je suis resté silencieux, et nous nous sommes souhaités bonne chance avant de nous dire au revoir. Alors que le travail à la Nouvelle-Orléans se passait bien, j'ai, sur demande de Monsieur Strickland, continué de superviser le travail à Bâton Rouge, et on me demandait souvent des conseils sur d'autres projets. J'ai bientôt eu l'impression d'être, selon le langage de la Louisiane, dans un marais jusqu'aux aisselles et entouré d'alligators. Une partie de la raison en était George, qui a appelé quelques semaines plus tard et a dit « Trent, il y a des nouvelles ». L'avocat de Madame J. Rose a demandé au juge de fixer une consultation. S'il le fait, tu devras la rencontrer en face à face ici à Atlanta pour au moins quelques séances, peut-être plus. Le juge te donnera du temps et tu devras te présenter ici en ville, sinon la procédure ne te servira à rien. Que veux-tu que je fasse? Mon sang bouillait à l'idée qu'ils aient recours à de telles tactiques, mais George m'avait dit dès le début que c'était possible. Lorsque nous avons fait la demande, nous avons fourni une documentation minimale de son infidélité. Tu as dit que nous pouvions garder le reste car nous n'en aurions pas besoin. Maintenant, nous pourrions en avoir besoin. Que se passe-t-il si le juge les voit? Nous devrons les remettre à son avocat, mais le juge Johnson pourrait accepter d'annuler la demande s'il n'a pas envie de les voir. Alors préviens-le d'abord et fais-le. Une semaine plus tard, la demande de Regan pour une thérapie a été refusée, bien que, selon George, elle pourrait chercher une thérapie pour son propre problème d'addiction sexuelle. Et voilà un crocodile sorti du marécage. Pendant les mois suivants, alors que Regan et son avocat se battaient contre George au tribunal de Géorgie, je suis resté discret, espérant que Regan n'avait pas engagé quelqu'un pour me retrouver, ou peut-être m'éliminer, au cas où j'aurais demandé à George de refaire mon testament et de modifier ma police d'assurance vie pour m'assurer qu'elle ne toucherait pas un centime si quelque chose m'arrivait. Cependant, une fois que les enfants de Mary Jo et Ozzy ont été libérés de l'hôpital, je les ai visités quelques fois pour dîner et j'ai même gardé les enfants un soir pour que les tourtereaux puissent sortir de la maison pour un peu de paix et de tranquillité. Les jumeaux sont restés silencieux les premières minutes après le départ de leurs parents. Mais ensuite, ils ont réalisé qu'il se passait quelque chose et m'ont laissé les emmener avec leurs 4 poumons. Autant je désirais des enfants, après coup, j'ai prié pour que si le Seigneur m'accordait d'avoir des enfants, il me permettrait de les avoir un par un. À ma grande surprise, j'ai aussi eu des nouvelles de Melissa Woollever plusieurs fois, qui s'est renseignée sur l'avancée de mes affaires et a demandé en gros de la force et du courage pour traverser les miennes sans dire un mot. En raison des lois et du code du divorce de George, des avertissements de George et de mes principes moraux personnels, j'ai veillé à ne pas franchir une ligne qui pourrait être interprétée comme romantique ou potentiellement adultère. Quand les choses se sont améliorées pour Melissa, il semblait qu'elle n'avait plus besoin de moi et ses messages ont cessé d'arriver.
Alors que le congé de maternité de Mary Jo touchait à sa fin, j'ai fait appel à un agent immobilier pour chercher une maison à acheter. En utilisant des fonds de mon compte pré-Reagan pour un acompte, j'ai acheté une maison à Dunwoody quelques semaines avant le retour de MJ. Après avoir passé près de 3 mois dans une maison temporaire aux frais de l'entreprise, j'étais déterminé à me sentir plus à l'aise en rentrant chez moi et à pouvoir récupérer mes affaires stockées. Les jumeaux se portaient bien lorsque le congé de maternité de Mary Jo a pris fin et qu'elle est retournée travailler pour les derniers mois du projet. Après lui avoir passé le relais, je me suis retrouvé rentrant chez moi avec 3 regrets. Le premier était que, n'ayant actuellement aucun autre projet à la Nouvelle-Orléans, MJ quitterait notre entreprise pour devenir mère au foyer pendant un certain temps. Ozzy, qui avait de la famille dans la région, avait obtenu un poste de professeur adjoint à Loyola, donc ce n'était pas une surprise. Cependant, MJ m'a demandé de penser à elle si nous avions un autre travail dans la région de la Nouvelle-Orléans dans un avenir proche, ce à quoi j'ai immédiatement acquiescé. Deuxièmement, avec mon retour à Atlanta, je laissais mes filleuls non officiels dans ce qui était devenu des gardes d'enfants de plus en plus fréquentes pour MJ et Ozzy. Les petits s'étaient habitués à me voir les visiter et prendre soin d'eux parfois le week-end pour que leurs parents puissent sortir, et je savais que cela me manquerait de les voir grandir. M'occuper d'eux me rappelait ma propre absence d'enfant à cause de l'enfer dans lequel Reagan m'avait plongé. Enfin, Reagan me disputait sur les détails du divorce, et l'affaire traînait en longueur. Bien que George Godwin m'ait assuré que le juge Johnson en avait autant marre que moi et que la fin de l'affaire était proche. Donc, quand je suis rentré à Atlanta, j'ai immédiatement emménagé dans ma nouvelle maison et j'ai commencé à déballer et à faire quelques travaux pendant ma semaine de temps libre. J'ai rencontré quelques nouveaux voisins, dont une gentille femme divorcée d'une maison située à quelques portes de là. Avoir ma propre maison m'a donné plus de liberté, mais j'étais toujours légalement lié à cette salope qui trompait, ce qui signifiait que je ne pouvais pas recommencer à fréquenter sans craindre de perturber la procédure légale. J'ai remercié Noël, la divorcée, pour l'assiette de brownies, mais j'ai poliment décliné lorsqu'elle a suggéré que nous nous retrouvions pour dîner un jour. Ayant traversé le système de divorce, je pense qu'elle me comprenait. Ethan, qui cherchait Miss Wright depuis toujours et ne connaissait rien au système judiciaire de Géorgie, n'a pas compris. « Alors, quand est-ce que tu vas sortir à nouveau » m'a-t-il demandé un jour à midi peu de temps après mon retour à Atlanta. Quand le juge dira que mon divorce est définitif et que je pourrai être sûr que les entreprises romantiques et tout divertissement qui pourraient y mener ne contribueront pas un seul sou au règlement avec Reagan. C'est long, hein? Alors, comment va cette garce? A-t-il demandé. Je ne sais pas, et ça ne m'intéresse pas. Tu sais que tu lui dois encore. Un gros morceau. J'ai regardé mon meilleur ami et j'ai acquiescé. Je sais. Et elle l'aura quand le moment sera venu. Jusqu'au dernier sou. Le juge Johnson en avait enfin assez des tergiversations et des manœuvres d'évitement concernant Reagan. Il a exigé que nous soyons tous les deux dans la salle d'audience pour les plaidoiries de clôture et les présentations début avril, avec Reagan et son avocat d'un côté du tribunal et George et moi de l'autre. Je suis arrivé quelques minutes en avance et j'attendais George quand j'ai vu Reagan tourner au coin de la rue, me repérer et se diriger vers moi. Trent, ça ne devait pas se passer comme ça. Je sais, Reagan, mais tu n'as pas pu remplir ta part de nos vœux, donc c'est comme ça. Tu étais souvent absent. Des conneries. Tu savais à quelle fréquence j'allais être absent quand tu as accepté de m'épouser. Les 3 fois pendant notre temps ensemble où j'ai dépassé cette quantité, chaque fois d'un jour, j'ai utilisé ce temps pour te le rendre au centuple. Bien sûr, je ne compte pas le dernier voyage à Tampa et Orlando parmi ces 3 fois, puisque tu t'es rattrapée toute seule avec ton patron et tes autres copines pendant mon absence et après mon retour. Elle avait l'air plus en colère que je ne l'avais jamais vue et des larmes coulaient sur son visage. Trent, mais j'avais des besoins. Reagan a remarqué plusieurs personnes qui nous regardaient et a demandé « Peut-on aller quelque part pour en parler ?» Non, je ne vois pas la nécessité. Tu vois, nous avons discuté de tout cela avant de nous mettre d'accord pour nous marier et tu as promis que tes errances étaient terminées et que tu voulais te marier, te poser et fonder une famille. Tu t'es bien marié, c'est sûr, mais tu as échoué dans cela ou le reste. Pourquoi ne pas passer à autre chose et en rester là? C'est ce que j'ai fait.
Bien sûr, si tu ne peux pas, tu peux toujours trouver un autre thérapeute. Peut-être que celui-ci sera plus chanceux que celui-là. Elle a froncé le nez à mes paroles et a pratiquement reculé quand j'ai souligné ses échecs. De plus en plus de gens nous regardaient, alors je l'ai laissé là, en larmes, se morfondant dans sa frustration quand j'ai vu George se diriger vers moi. « Trent, je t'en prie. » a-t-elle appelé, mais George et moi nous sommes dirigés vers la salle d'audience, ignorant les autres. Le juge a exigé que nous soyons tous les deux présents lorsque les documents seraient signés, probablement pour éviter que Regan ne fasse traîner le processus. Il a commenté le fait que c'était la première fois qu'ils nous voyaient ensemble, ce qui a provoqué une explosion de colère de Regan, suivie d'un cri pitoyable. Le juge Johnson l'a bâillonné et l'a ensuite forcé à écouter son jugement. Quand tout a été terminé, le marteau est tombé, mettant fin à cela et à notre mariage de 5 ans. J'ai serré la main de George et l'ai remercié après le départ du juge Johnson de la salle d'audience, mais alors que je me retournais pour partir, Regan a commencé à supplier, se frayant un chemin vers moi. Alors que je continuais à marcher en l'ignorant, elle a commencé à me crier dessus, déversant sa colère et des obscénités. La plupart des gens savent qu'il ne faut pas faire ça dans une salle d'audience, et je suis sûr que Regan le savait aussi, mais sa colère a pris le dessus. Je ne suis pas sûr si l'un des membres du personnel de la cour l'a arrêté ou non, mais George Godwin et moi en avons profité pour nous éclipser. Nous avons eu la conversation qu'elle désirait tant, même si cela ne s'est peut-être pas déroulé comme elle l'espérait, et cela me suffisait. Je ne voulais plus jamais lui parler. George a fait de son mieux pour s'en assurer. Après son spectacle public, George a demandé une ordonnance restrictive le lendemain, et le juge Johnson a accepté sans hésiter. Je n'aurais pas pu mieux organiser les choses même si j'avais essayé. Avec une ordonnance restrictive, Regan resterait loin de moi qu'elle le veuille ou non. J'espérais presque qu'elle ne le ferait pas. Un bref séjour à l'auberge Iron Bar lui ferait peut-être du bien. Mais elle était trop maligne pour ça, a disparu de ma vie et de ma vue, alors le week-end suivant, j'ai recommencé à sortir avec Noël. Elle était gentille, mais il est vite devenu évident que nous avions peu en commun, à part une très longue période de disette. Quand je l'ai ramenée chez elle, elle m'a entraîné à l'intérieur et je n'ai pas résisté. Quelques instants plus tard, nous étions dans sa chambre. Après la deuxième fois, nous avons tous deux souri, et Noël s'est blotti contre moi. « Trent, on peut le refaire si tu veux », m'a-t-elle dit, confirmant mes soupçons après le dîner qu'elle ne cherchait pas quelque chose de long terme, encore moins de permanent. Je l'ai remerciée et quelques minutes plus tard, je me suis dirigé vers chez moi. Noël et moi sommes restés amis occasionnels mais ne nous sommes jamais revus. J'ai eu un rendez-vous avec une autre femme le week-end suivant, puis une autre à Birmingham lors d'un voyage la semaine suivante. Après chaque rendez-vous, j'étais dévasté, souvent à plus d'un titre, en réalisant que malgré le plaisir du moment, je n'étais pas plus proche de mon objectif de trouver la bonne femme. J'avais besoin d'une amie, d'une amante et d'une compagne pour la vie avec qui je pourrais éventuellement fonder une famille. Au cours des 2 mois suivants, j'ai commencé à douter que cela n'arriverait jamais, que je trouverais un bonheur durable. Cependant, le bonheur à court terme était assez fréquent et plutôt agréable jusqu'au week-end de la fête de l'indépendance, lorsque je rendis visite à mes parents et ma sœur, son mari et leurs 4 enfants. Maman, me connaissant mieux que je ne le pensais, m'a dit ce jour-là que je ne lui donnerais probablement jamais de petits-enfants si je ne changeais pas quelque chose. Je sais, maman. J'ai acheté une maison et je la rénove. Trent, une maison n'est pas encore un foyer. Un homme et une bonne femme, pas une de ces filles que tu as fréquentées, peuvent le faire s'ils s'y mettent. Fils, tu dois trouver une bonne femme. Je le sais, maman, et un jour je le ferai. Je la trouverai. Donne-moi juste du temps. Elle a fredonné. Si on te donne plus de temps, ton père et moi serons morts d'ici là et nous ne rencontrerons jamais nos petits-enfants. Elle plaisantait, du moins en partie, mais cela m'a quand même fait réfléchir. Un soir de fin juillet, j'ai reçu un message texte. « Salut, Trent, c'est Melissa Wolvey. Peux-tu parler un peu quand tu auras une minute ?» Honnêtement, j'ai été surpris d'avoir de ces nouvelles après tout ce temps.
J'ai fini de nettoyer le pulvérisateur de peinture et je lui ai envoyé une réponse rapide en lui demandant de m'appeler quand elle le pourrait. Quelques minutes plus tard, elle a appelé. « Salut, Trent, merci d'avoir accepté de me parler. » « Pas de problème, Mélissa. Comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé, c'est en partie pour ça que j'hésitais à t'envoyer un message ce soir. Je n'étais pas sûr que, avec tout ce qui s'est passé, tu voudrais me parler à nouveau. » J'ai ri. À moins que tu n'aies été directement impliqué dans le départ de mon ex-femme et de ton mari. Ex-mari, à partir d'aujourd'hui, a-t-elle interrompu. Ensemble alors je ne te tiens pas responsable de ce qui s'est passé entre eux ou du désastre. Donc je n'ai aucune raison de ne pas te parler. Bien, parce que je te jure que je n'y suis pour rien. Et je ne pensais pas que tu l'étais. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, ça a pris plus de temps que prévu, mais comme je l'ai dit, je suis enfin libre. J'ai même retrouvé mon nom de jeune fille, Ortiz, et je voulais te remercier pour ton aide. Tu as ouvert mes yeux sur ce que le salaud faisait, m'a fourni des preuves gratuitement pour que je n'ai pas à dépenser de l'argent que je ne pouvais pas me permettre d'obtenir, puis m'a donné des conseils sur ce que je devais faire. Je suis allé voir un autre avocat, mais tu m'as beaucoup aidé, Trent, et je t'en suis très reconnaissant. De rien, alors ne t'en fais plus, d'accord? C'est difficile, Trent, parce que tu étais ma lumière, mon inspiration, si tu veux, quand j'étais si bas et si déprimé. Je ne te connais pas du tout bien, mais j'aime ce que tu as fait et ce que j'ai vu jusqu'à présent, alors je vais tenter ma chance et faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Ne dînerais-tu pas avec moi? Ce fut un dîner très agréable, mais j'ai passé toute la soirée à la regarder, à penser à quel point elle était douce et belle et à quel genre d'ex-mari le plus grand idiot du monde devrait être pour la larguer au lieu de penser à ce que nous mangions. C'est vrai, Regan était tout aussi belle et avait sa propre sexualité spéciale, mais après avoir appris à propos de son côté sombre secret, le côté qui trahirait l'homme qu'elle était censée aimer autrement, son ancienne note de 11 est tombée à des chiffres négatifs, du moins à mes yeux. Tu fixes, dit-elle avec un sourire en coin, presque autant que moi. J'ai souri, hochant la tête. C'est amusant de se concentrer quand on a quelqu'un d'aussi agréable à regarder. Elle rougit et couvrit sa bouche de sa main pour cacher combien elle aimait mon compliment. Tu veux sortir d'ici? Peut-être rentrer chez moi? Je crois que j'aimerais ça. Elle chuchota, s'il te plaît, Trent, ramène-moi chez moi ou quelque part. Maintenant. J'en ai besoin et je ne peux pas attendre. Quelques minutes plus tard, alors que nous tournions dans sa rue, elle plongea dans son sac à main et sortit son téléphone portable. Rentre dans le garage, dit-elle. Les portes s'ouvrent. Cette nuit-là, nous n'avons pas quitté le lit sauf pour prendre un verre d'eau et aller aux toilettes au besoin. J'étais reconnaissant que ce soit un samedi et que je n'ai pas à aller travailler car pour tout ce que je savais, j'aurais pu rester avec elle pour toujours. Elle s'est endormie après notre rendez-vous du matin et j'ai soupiré de soulagement avant d'aller à la salle de bain. En sortant, la lumière du matin a traversé le rideau ouvert de la fenêtre et j'ai eu un premier vrai regard sur sa chambre. Nos vêtements étaient éparpillés partout, me faisant sourire en me rappelant notre besoin. J'ai aussi souri en voyant le lit double, le seul objet que je connaissais, et son tas d'oreillers, quelque peu diminué par tous ceux qui étaient tombés par terre. La télévision était sur un meuble à côté du fauteuil. Elle était inclinée pour qu'elle puisse la regarder au lit si elle le voulait, mais c'est la commode de Mélissa qui a attiré mon attention. Il y avait plusieurs photos dessus et j'ai jeté un coup d'œil rapide avant d'être stoppé par elle. Ce n'était probablement pas très poli, mais j'ai regardé l'une d'elles et les prises pour l'examiner de plus près. « Trent, que fais-tu » demanda Mélissa depuis le lit. « Mélissa? Qui est la fille sur ces photos ?» C'est ma fille Ansley. Elle a 3 ans et elle représente tout pour moi. Ces paroles m'ont surpris, voire même choqué, et j'ai dit, tu ne m'en avais jamais parlé. Je ne voulais pas mêler son histoire à celle de Noah, alors j'ai essayé de la protéger du mieux que je pouvais, mais elle s'est avérée être un obstacle majeur dans notre divorce. C'est pourquoi ça a pris autant de temps. Trent, je ne veux pas que vous vous voyiez tant que nous n'aurons pas décidé que c'est sérieux, qu'il y a vraiment quelque chose entre nous. Où est-elle maintenant? J'ai essayé de garder ma voix stable, mais je crois qu'elle est montée d'un ton. Elle est avec lui ce week-end.
Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Je l'aimais beaucoup, mais c'était une surprise, voire un choc, et ce que cela signifiait, eh bien je n'étais pas sûr. Mélissa, je ne sais pas. Je t'aime bien pourtant. Je t'aime vraiment, j'ai avoué, ne voulant pas tergiverser. Vu le temps que nous nous connaissons, je t'aime beaucoup plus que je ne devrais. Mais s'il y a une personne dans ce monde que je n'aime pas autant que mon ex-femme, c'est ton ex-mari. Bonnet blanc et blanc bonnet. C'est ainsi que ma grand-mère aurait qualifié cette situation. Je t'ai déjà dit que je voulais vraiment des enfants, donc tu peux imaginer que je voudrais être impliqué dans la vie de ta fille si les choses fonctionnaient. Mais réfléchissons. Si je me présente à son match de soccer, à son récital de piano, à son entraînement de cheerleading, à son bal de l'école ou à n'importe quoi d'autre, qui d'autre sera là? Noah, soupira-t-elle, commençant à réaliser où je voulais en venir. C'est un salaud menteur et tricheur, mais il l'aime. Exactement. Et chaque fois que je le verrai à l'un de ces événements, quoi que ce soit, ce sera un rappel de ce qu'il a fait à mon ex et de ce qu'il a contribué à faire à mon mariage. Je lui en voudrais comme pas possible, et je pense qu'Ansley, bien qu'elle ne comprenne pas, se rendra compte qu'il y a quelque chose entre nous, une tension. À la longue, elle commencerait à me ressentir pour cela, Mélissa, ce qui nuirait à toute relation que j'ai avec elle, et en retour nuirait à notre relation, la tienne et la mienne. Autant cela me peine de le dire, je pense que cela finirait par ruiner tout ce que nous avons. Elle s'est redressée et presque à voix basse, elle a dit, réalisant, tu dis que nous n'avons pas d'avenir. Autant j'aimerais essayer de me prouver le contraire, non, je ne pense pas qu'il y en ait un, j'ai acquiescé. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Je pensais que c'était trop facile, trop parfait. Maintenant je sais que ça l'était. S'il te plaît, Trent, va juste t'en aller. Elle a touché son téléphone quelques fois et a ajouté, la porte du garage sera ouverte pour toi. Elle est retombée sur le lit et a tiré la couverture sur elle en pleurant. J'ai attrapé mes vêtements et me suis habillé dans le couloir en sortant, me détestant à chaque instant presque autant que je détestais son ex-mari. Ça faisait mal, mais au fond de moi je savais que c'était vrai. Plus tard dans la journée, je suis allé chez mes parents. Je leur ai donné la version courte et concise, mais ils savaient tous les deux que je disais plus que ce que je laissais paraître et que ce que je ressentais me faisait beaucoup plus mal que je ne voulais l'admettre. Maman a essayé d'en savoir plus de ma part, mais j'ai secoué la tête et lui ai dit que ça ne marcherait jamais. Maman, étant maman, m'a donné une étreinte maternelle, m'a caressé le dos et m'a dit que tout irait bien. Autant que je voulais y croire, je ne le voyais pas à ce moment-là. Le dimanche, nous avons retrouvé ma sœur et sa famille pour déjeuner après l'église. Il y avait une longue attente pour une table au restaurant, alors elle m'a pris à part et m'a demandé de tout lui dire franchement. Elle avait 2 ans de plus que moi et m'avait aidé à traverser plusieurs échecs amoureux au lycée, alors je me suis confié et lui ai presque tout dit, mais sans aucune action sous la couette, bien que je soupçonne qu'elle s'en doutait. Je réalise que ce ne sera pas facile, a-t-elle dit plus tard, mais je pense que tu peux y arriver si tu essaies et que tu te rends compte que tu l'aimes vraiment. Un rendez-vous ne te dit pas grand-chose, et si tu en avais plus, tu pourrais te rendre compte qu'il n'y a pas autant que tu le penses, mais cela pourrait aussi te prouver qu'il y en a, et que te battre pour cela en vaut la peine. Si tu le veux. Merci sœur, et tu as raison, un rendez-vous ne dit pas tout, mais il m'a suffi pour réaliser que ça ferait beaucoup plus mal de m'attacher à elle et de voir que c'était voué à l'échec à cause du passé. Écoute petit frère, tu ne sauras pas ça tant que tu n'auras pas essayé. J'ai acquiescé et accepté d'y réfléchir. Après cela, notre table a été dressée et nous n'en avons plus parlé, mais le sujet est resté dans ma tête tout au long du trajet du retour et des jours qui ont suivi. Ethan me comprenait mieux que quiconque et était d'accord avec mes pensées sur le sujet, mais c'est en rentrant d'une visite dans une usine près de la grange que j'ai commencé à y réfléchir. Étant donné la chance qu'avait Ethan avec les femmes, était-ce vraiment une bonne chose qu'il soit d'accord avec moi? Le week-end suivant, il nous a présenté à 2 femmes. Nous nous sommes tous bien amusés et je n'ai pas immédiatement chassé cette idée de mon esprit. Pendant le divorce, Regan voulait garder notre maison dans le cadre de l'accord de règlement, et j'ai poussé George à résister en la forçant à la vendre puisqu'elle ne pouvait pas se permettre de la racheter sans renoncer à beaucoup d'autres choses qu'elle voulait.
C'était assez mesquin et cruel, mais j'ai pensé que c'était le karma compte tenu des circonstances et je n'ai pas perdu une minute de sommeil à ce sujet. Comme je ne voulais pas être démasqué, j'ai aussi impliqué George en tant que mon représentant pour la vente. Lui et l'avocat de Regan se connaissaient depuis longtemps, donc contrairement à Regan et moi, ils étaient en bons termes, et George a découvert que Regan allait acheter le condo. Quelque temps plus tard, j'ai entendu une rumeur selon laquelle Regan et Noah allaient se marier. En entendant cette nouvelle, j'ai immédiatement appelé George car cela pouvait affecter mes finances. Pendant notre procédure de divorce, George a plaidé devant le juge que la pension alimentaire n'était pas due car Regan était une tricheuse et que j'étais la partie lésée. Mais le juge a pris en compte nos revenus respectifs et lui a accordé un petit montant mensuel pendant 5 ans ou jusqu'à ce qu'elle se remarie, selon la première éventualité. Je pense que c'était le seul point que George a perdu dans notre accord de règlement, mais même ce montant était inférieur à ce qu'il avait prédit. Si elle se remarie vraiment, je vais vérifier et je vous tiendrai au courant. Si c'est vrai, nous ferons arrêter les paiements de la pension alimentaire, a dit George. Oui, et si c'est vrai, cela montre simplement que certaines personnes ne retiennent jamais la leçon, ai-je dit, incrédule à l'idée qu'ils soient ensemble et à ce que cela signifierait, même si cela confirmait davantage ma décision de mettre fin à ma relation avec Melissa. Non, Harry George. C'est ce qui me fait vivre. Et j'ai pensé, cela me donne une option à laquelle j'avais pensé au début du divorce mais que je n'avais jamais cru possible. Après avoir entendu parler de leur mariage, j'ai décidé de contacter un ami au cabinet de Regan. Will Kleiner et moi nous connaissions depuis l'université et nous nous sommes retrouvés lorsque j'ai commencé à fréquenter Regan et découvert qu'il travaillait dans son cabinet dans un autre département. Regan et moi avions rencontré Will et sa femme plusieurs fois pendant que nous étions en couple et mariés, mais Will et moi ne nous étions pas revus depuis le début du divorce. Peu de temps après, nous nous sommes retrouvés pour déjeuner lorsque je n'étais pas en déplacement. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, Will a répondu « C'est terrible. Je suis vraiment désolé, Trent. J'ai entendu dire que Oliver a demandé à être muté dans un autre service. Tout s'explique maintenant. Ils évitent les conflits avec notre service des ressources humaines. Alors, avez-vous une politique officielle sur ce genre de choses? Bien sûr. S'il l'a violent, il pourrait avoir de gros ennuis et à long terme pour la société. Will, je déteste te demander ça, mais penses-tu que tu pourrais me procurer une copie de cette section de votre manuel du personnel? Oui, mais ne dis à personne d'où tu l'as eu. Le samedi suivant, j'ai pris rendez-vous et nous avons retrouvé Will et Lori Kleiner à un match des Braves. Ce soir-là, Will m'a remis la clé USB et quelques jours plus tard, je suis allé chez George pour lui parler de toute cette affaire. Trent, je suis désolé. Même si tu peux prouver qu'il savait que Noah Oliver divertissait toutes les femmes en se moquant de ses propres mots, cela ne te donne pas le droit de les poursuivre, car c'est ainsi que la loi de l'État est écrite. Dans le but de rendre les relations sexuelles entre partenaires consentants un crime moins dangereux, la législature de l'État a supprimé l'aliénation d'affection en Géorgie en 1979, à l'époque où j'ai pris mon indépendance. Cela empêche un partenaire de poursuivre l'autre pour attirer ou distraire l'autre. Cela vaut également pour les entreprises dans lesquelles il travaille. Zut! Même si l'argent m'importait peu, j'espérais que le fait d'infliger une amende à la société les inciterait à sanctionner Noah et, avec un peu de chance, Regan. Il a souri. Beaucoup de demandeurs potentiels, en apprenant ce fait, ont dit ce mot ou quelque chose de pire. Cela signifie que personne ne peut les poursuivre, sauf dans un nombre très limité de cas où la société était informée de ce qui se passait et n'a rien fait. Dans ce cas, une personne exploitée par un abuseur en série pourrait être autorisée à avoir son jour au tribunal. Mais les chances des plaignants de gagner une somme importante sont sévèrement limitées. À tel point que la plupart des avocats qui se respectent ne toucheraient pas à un tel dossier même avec une perche de 3 mètres. J'ai soupiré et répété « Zut !» Il a ri. Eh bien, ne perds pas espoir. Occupons-nous d'abord de la question de la pension alimentaire et nous parlerons des autres options un peu plus tard. La semaine suivante, George était au palais de justice pour déposer une nouvelle requête. Prouvant que Regan et l'enfoiré avaient obtenu une licence de mariage,
Georges a demandé que les paiements de pension alimentaire soient interrompus car ils n'étaient plus nécessaires ni appropriés en vertu de notre décret de divorce. L'avocat de Regan, bien sûr, s'est fortement opposé à cette requête. Et nous avions des soupçons que l'acte de mariage avait été déposé loin d'Atlanta pour que nous ne le découvrions pas et déposions exactement la même requête pour mettre fin à la pension alimentaire que Georges déposait maintenant. Le juge Johnson était d'accord avec nous, balayant les objections de Regan, et je devais payer le montant mensuel qui me maintenait en suspens depuis qu'il l'avait demandé. Cependant, lorsque j'ai abordé le deuxième problème, Georges m'a regardé, a secoué la tête et m'a pointé du doigt. Patience, Trent. Patience. 6 mois plus tard, George Godwin m'a appelé et nous nous sommes rencontrés pour déjeuner quelques jours plus tard. Trent, je te suggère d'attendre car les jeunes mariés ont besoin de temps pour apprendre à se connaître. Et dans un cas comme celui-ci, avec Noah déménageant dans un autre département du même cabinet, il va être très prudent pendant un certain temps. Il a besoin de temps pour prendre ses repères et trouver un nouveau chemin juste au moment où l'éclat d'un nouveau mariage commence à s'estomper. D'après ce que tu m'as dit, et d'après ce que j'ai vu chez des gars comme lui par le passé, je pense que c'est le bon moment pour faire une vérification. Il a fallu 2 semaines, mais Donna Hightower et l'un de ses enquêteurs ont prouvé que tout comme les tigres ne changent pas leurs rayures, les léopards ne changent pas leurs taches, ou peu importe le vieil adage, les tricheurs en série ne cessent pas de tricher. Noah Wooliver avait entamé une relation avec l'une de ses nouvelles subordonnées, alors George a pris les informations, les a mises en forme et est allé voir l'un de ses amis avocats. Nous ne voulons pas que cela vous revienne, Trent, car si celui qui remplace le juge Johnson voit votre implication, M. Wooliver risquerait de perdre son emploi. Dans ce cas, Mme Wooliver pourrait demander la réintégration de la pension alimentaire en raison de l'impact de vos actions sur son conjoint actuel. Je ne sais pas comment elle le saurait car je ne lui dirai certainement pas. Et si quelque chose arrive aux œusserons de Noah, je soupçonne qu'il ne lui dira pas la vraie raison. George sourit, agitant son doigt dans ma direction. Rusé, rusé. Et c'est vrai. L'ami de George, un avocat, a remis le dossier au cabinet de Noah. Par l'intermédiaire de mon ami Will, j'ai appris que Noah avait été escorté dehors par la sécurité le même jour, et il y avait des rumeurs selon lesquelles il ne serait pas le bienvenu de retour. On dit que Regan a pleuré en apprenant la nouvelle, demandant pourquoi, mais personne ne voulait dire. Prends ça, enfoiré, ai-je dit après la conversation. Si je continue comme ça, je risque de devenir un vieil homme amer. En souriant pour moi-même, j'ai réalisé que c'était un risque que j'étais prêt à prendre. Ne voulant pas lier mon nom à cela au cas où Regan l'apprendrait et le porterait devant un juge pour essayer de rétablir la pension alimentaire, j'ai envoyé le dossier anonymement le même jour, et le lendemain soir j'ai reçu un appel. Trent. S'est écriée Melissa Ortiz. Je sais que tu ne veux probablement plus jamais me parler, mais je devais t'appeler pour te dire. Noah a appelé hier soir et a dit qu'il avait été licencié du cabinet, en raison de réduction d'effectifs, a-t-il dit, et qu'il allait demander une réduction de la pension alimentaire à cause de cela. J'ai appelé un ami au bureau et j'ai appris qu'il y avait des rumeurs au bureau comme quoi il avait été licencié. Et aujourd'hui, j'ai reçu un colis express, anonyme, je précise, un colis express, ce qui explique probablement tout et devrait permettre au juge de maintenir mes paiements de pension alimentaire jusqu'à ce que Noah dépose sa requête. Trent, je suppose, c'est à qui je dois dire merci pour cela. Alors à cette personne, je dis merci. J'ai ri. Je pense que si tu en parles à la bonne personne, elle te dirait « de rien » si elle était en mesure d'admettre l'avoir fait. Quant à ce qu'il y avait dans le colis, on pourrait dire que certaines personnes n'apprennent jamais. J'imagine que Noah chantera une chanson triste au juge sur sa situation, et ensuite, quand mon avocat donnera ces informations au juge en réponse, j'espère que le juge les lui lancera à la figure. Bon sang, il vient juste de se remarier. Je me demande s'il a recommencé à forniquer si rapidement quand nous nous sommes mariés. Melissa ne le pense pas. C'est du passé, alors laisse-le là. Souris simplement et profite de la vie, d'accord? Tu le mérites. Nous nous sommes dit au revoir pour ce que je soupçonnais être la dernière fois. À cela, j'ai souri. Pour la première fois depuis longtemps,
Je me sentais libre. J'avais traversé l'épreuve, j'avais survécu, et même si certains pourraient être en désaccord, j'avais rendu autant d'enfer et de chagrin que Regan et Noah m'en avaient fait endurer, allant aussi loin que j'osais, mais pas trop loin. Alors qu'elle devait probablement tromper à nouveau, j'avais aidé Regan à se retrouver dans une situation financière bien pire, dans un appartement au lieu d'une belle maison et avec un mari dysfonctionnel qui payait une pension alimentaire et une pension pour enfants à prix d'or. De plus, je savais qu'elle était dans une relation où son conjoint la trompait régulièrement, mais elle ne prenait pas la peine de lui en parler. Tout comme elle ne m'avait pas dit ce qu'elle m'avait fait, j'avais essayé de lui offrir le meilleur et de la rendre heureuse, mais maintenant je soupçonnais qu'elle avait plus de soucis qu'elle ne pouvait en compter. Oui, j'avais riposté contre chacun d'eux, mais je ne regrettais rien. Pas une seule chose. De plus, alors que je repassais dans ma tête ce qui s'était passé, j'ai réalisé que je ne les appelais plus par ces noms péjoratifs qui étaient toujours présents dans mon esprit. Ayant reçu réparation, je ne pensais plus à eux ni ne me souciais de ce qu'ils pourraient penser. Et cette prise de conscience a conduit au plus grand des sourires. Mais le sourire fut de courte durée, car au cours des semaines suivantes, j'ai fait une autre découverte, la plus difficile de toutes. Autant je pensais avoir réglé les choses avec Regan et Noah, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'ils avaient toujours du pouvoir sur moi. Quand j'ai pensé avoir une chance de bonheur avec Mélissa, j'ai renoncé à cette chance à cause des souvenirs de ce que mon ex et l'ex de Mélissa ont fait, de l'embarras qu'ils m'ont causé, et je suis sûr, à elle aussi. Depuis lors, j'ai eu quelques rendez-vous et couché avec de nombreuses femmes, mais après que l'orgasme tumultueux se soit estompé, j'ai réalisé de plus en plus clairement que tout cela m'importait peu. Mélissa, j'ai enfin réalisé, était toujours dans un coin de mon esprit, aussi présente que les pensées de Regan et Noah. Même si j'avais riposté et obtenu ma revanche, je n'étais toujours pas libéré d'eux tant que je me souciais de ce qu'ils pourraient penser de quoi que ce soit. Ce n'est que lorsque je pourrais les regarder et rire en disant « Regardez ce que vous avez abandonné et ce que je pourrais obtenir en retour. Merci d'être si stupide. Alors je serai vraiment libre. » À ce moment-là, tout m'est apparu clairement et j'ai réalisé exactement ce que je voulais faire. En prenant le téléphone, j'ai parcouru les appels récents et trouvé le numéro d'où elle avait appelé le jour où elle avait reçu le dossier avec les dernières aventures de Noah. J'ai composé le numéro pour rappeler et espérer qu'elle décrocherait. Quelques instants plus tard, elle a répondu « Salut, Mélissa. Ici Trent Giraud. Peut-on parler? Trent, récemment tu m'as aidé à nouveau alors que tu n'étais pas obligé. Je t'écoute. Quelque chose m'est venu ce soir, une révélation si tu veux, et si je ne suis pas trop tard et si tu me le permets, j'aimerais t'en parler pour voir s'il y a une chance de faire une différence. » Il y avait un silence au bout du fil, bien que je pensais entendre une respiration, alors j'ai continué. Même si je t'avais recommandé de laisser le passé derrière toi, j'ai réalisé que j'avais été tellement concentré sur le passé et sur ce qui avait ruiné ma vie telle que je la connaissais que je n'avais pas remarqué que je regardais les choses à l'envers au lieu d'avancer. Je veux m'excuser pour cela et si tu es d'accord, je veux avoir une chance d'essayer de réparer les choses. Si tu me le permets. Encore une fois, elle ne m'a pas arrêté, donc quand je lui ai parlé ce soir-là, j'entendais presque Mélissa hocher la tête au bout du fil du téléphone portable, évaluant mes paroles. À mon soulagement, elle ne fréquentait personne d'autre et à ma surprise, elle a accepté de recommencer pour voir comment les choses se passaient et si nous pouvions finalement redevenir aussi compatibles que nous l'avions été cette première merveilleuse nuit. Nous avons eu un autre premier rendez-vous le week-end suivant avec de bonnes intentions fermement affirmées de ne pas précipiter les choses, mais parfois les choses ont leurs propres idées. Elle m'a invité à entrer alors que je l'accompagnais jusqu'à la porte d'entrée. Elle a pris les verres et j'ai versé le vin, après quoi nous nous sommes assis sur le canapé et avons discuté jusqu'à 11 heures. Quelques minutes plus tard, je la portais déjà à l'étage et la déposais délicatement près du lit. Ensuite, nous sommes restés là sans dire un mot. C'était trop tôt, étant donné que c'était seulement notre deuxième premier rendez-vous, mais au fond de moi, j'espérais que ça marcherait et d'après la façon dont elle me regardait, je pensais qu'elle pouvait ressentir la même chose. Bien que nous ayons rencontré quelques difficultés dans les mois qui ont suivi, il s'est avéré que nous étions d'accord sur des choses bien plus importantes que nous ne l'avions réalisé et que beaucoup de petites choses n'ont pas d'importance quand deux personnes s'aiment suffisamment.
Même si je le pensais après notre deuxième rendez-vous informel, je l'appréciais de plus en plus à chaque rencontre et finalement je me suis avoué que c'était vraiment bien plus que de l'apprécier presque dès le début. Mélissa est arrivée à la même conclusion et nous avons commencé à planifier et à collaborer pour que nous puissions avoir un avenir ensemble. Nous le voulions tous les deux, alors nous nous sommes mariés un peu plus d'1 an après avoir décidé de réessayer. Quand le moment est venu, la petite Ansley est devenue notre demoiselle d'honneur et Mélissa et moi nous sommes dit oui en nous le promettant vraiment. Comme je le soupçonnais, nous avons croisé Noah quelques fois depuis, mais cela ne s'est pas tout à fait passé comme je le redoutais initialement. La première fois où nous étions proches, c'est lorsqu'il a commencé à me lancer une remarque acerbe sur le fait de prendre des seconds, mais je l'ai coupé. À peine chuchoté pour que seul Noah puisse entendre, je lui ai dit « Noah, merci beaucoup d'avoir pris Regan, la salope qui trompe, de mes mains. Si tu penses qu'elle te sera plus fidèle qu'à moi, tu es encore plus stupide que je ne le pense et merci de m'avoir permis d'être avec Mélissa, la vraie femme à qui tu n'as pas été assez intelligent pour rester fidèle et tout faire pour la garder. Crois-moi, j'ai eu le meilleur parti de l'affaire. » Il a failli s'étouffer et a serré les poings de colère avant de réaliser que je pouvais le démolir s'il m'avait frappé. Se reprenant à temps pour sauver Ansley et moi-même d'une douleur intense, il s'est retourné et est allé vers sa jeune fille. Il l'a prise dans ses bras, l'a embrassée, lui a murmuré quelque chose avant de la reposer et de dire bonne nuit à Mélissa. Quelques mois plus tard, il lui a dit qu'il était en train de divorcer de Regan et qu'il avait enfin réalisé que ce que j'avais dit était vrai. Quand il a commencé à suggérer quelque chose, elle l'a interrompu brusquement. Dommage que tu ne l'aies réalisé qu'après qu'il soit trop tard, Noah. N'en parle plus jamais. Pendant tout le temps où nous avons été ensemble, Noah ne m'a jamais rien dit à ce sujet, mais je vois toujours une lueur de regret dans ses yeux quand il nous voit ensemble. Et moi, je souris toujours. Présentement, Ansley a 6 ans et maintenant elle est chez les grands-parents Ortiz et je tiens la main de Mélissa pendant qu'elle serre la mienne comme s'il n'y avait pas de lendemain. Quand le médecin donne l'ordre, Mélissa fait un dernier effort. Enfin, elle se penche en arrière et je lui embrasse le front trempé de sueur pendant que le médecin et l'infirmière travaillent un peu plus loin du lit d'accouchement. Après 1 minute, la sage-femme nous regarde et dit en souriant « Monsieur et Madame Giraud, félicitations. Je sais que vous n'avez pas choisi de savoir à l'avance, alors laissez-moi être la première à vous dire que vous avez un magnifique petit garçon. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que toutes les épreuves que j'avais endurées en valaient la peine. Et j'ai compris que, peu importe à quel point c'était difficile, je ne changerais rien.